Comment j'avais fait la dernière fois? Attendez, je fais juste les petits réglages de dernière minute et je suis à vous. Comment j'avais fait la dernière fois? Excusez-moi, je vous bouscule encore. Ça commence bien ce live. Bon, je pense que ça devrait aller. Quoique finalement, j'aimerais bien avoir un retour. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle lecture en direct. Bonsoir à toi Sarah Nanou. Ah, je sais pas si on voit le... Si, ok, tout fonctionne. Excusez-moi, c'est un petit peu hésitant pour le moment, mais c'est parce que comme vous pouvez le voir, il y a un tout nouveau setup et je suis pas encore très habituée. Si vous voyez de l'autre côté du miroir, c'est un bordel. D'ailleurs, c'est un très bon jeu de mots pour commencer notre nouvelle lecture, puisque comme vous pouvez le voir, on va commencer Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce setup? Tout simplement parce que suite au sondage, vous avez décidé de choisir cette lecture. D'ailleurs, j'en ai été assez étonnée, car je ne trouve pas forcément que ce soit une lecture qui se prête à la lecture à voix haute, mais bref. Et je suis fan en fait de Alice au Pays des Merveilles, donc je les collectionne, j'en ai beaucoup d'éditions. Donc j'ai décidé de faire un setup un peu différent pour vous permettre de voir une nouvelle édition à chaque stream. Et on va commencer par cette édition-ci, qui est en fait une réédition du manuscrit original de Lewis Carroll, parce qu'à l'origine, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire de ce roman, et bien à l'origine, Lewis Carroll a offert ce livre pour une certaine Alice Liddell pour Noël, et donc il a dessiné et rédigé entièrement le texte. Donc les illustrations ne sont pas celles qu'on a l'habitude de voir, mais bien celles de l'auteur lui-même, et c'est écrit à la main, donc c'est une écriture manuscrite, et j'ai trouvé que ça serait assez intéressant de voir ce format pour commencer. Alors, je ne connais pas les éditions, je crois que c'est FRMK, mais je connais pas vraiment en fait cette maison d'édition. Je vous mettrai dans les informations du live à la fin plus d'informations par rapport à l'édition avec un lien si jamais vous voulez vous le procurer. Et ça coûte 18 €. Voilà, vous savez tout. Donc voilà. Quelle heure il est? Il est 21h36, donc on va commencer dans 4 minutes pour laisser le temps aux gens d'arriver. Et en attendant, je vais vous laisser le suspense et je vais vous laisser le livre fermé. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette édition-ci. C'est la dernière que je me suis procurée. Et je l'ai achetée dans une librairie qui s'appelle Le Mont en l'air et qui est une librairie près de Père-Lachaise. Je sais plus l'arrondissement, j'arrive plus à me souvenir. En tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Tommy Raptor. Bonsoir, Camille. Merci pour ta souscription, c'est gentil. J'espère que le live va te plaire. Ah oui, et si vous voyez des scotch comme ça là, c'est des points de repère pour moi pour pouvoir placer le livre au bon endroit parce que vous n'avez pas idée de la galère que c'est de faire deux ongles différents. Donc bon voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déconcentrés par les scotch. On va faire ça, hop, comme ça on les voit plus. Je sais pas si vous avez déjà lu Alice au Pays des Merveilles ou pas, si c'est une histoire que vous aimez. J'ai eu quand même pas mal de retours sur Instagram de personnes étant assez déçues de ce choix-ci. Pourtant, enfin, c'est le choix du public. Hein. Mais c'est vrai que c'est une lecture assez particulière. C'est un... Comment dirais-je? C'est une écriture assez ancienne puisque ça date de l'époque victorienne. Et il faut savoir aussi que
c'est une lecture donc adaptée de l'anglais et c'est un livre avec beaucoup de jeux de mots, de contrepétries, etc. Donc c'est peut-être un peu difficile de les retransmettre en langue française et c'est pour ça peut-être que beaucoup ont buté face au livre, surtout en s'imaginant, en ayant en tête le Disney ou bien le film Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai que les deux mondes sont vraiment complètement opposés et ça peut créer un peu une frustration, mais j'espère que la lecture voix haute vous donnera envie peut-être de le redécouvrir autrement. Et pour répondre à ta question, oui, je vais mettre les pages en même temps parce que je vais lire cette édition en même temps que vous. Donc je vais essayer de faire en sorte de le laisser au maximum dans le cadre, mais c'est pas forcément évident pour moi parce que j'ai vraiment une posture très spécifique du coup quand je lis. Mais en tout cas, c'est l'objectif, donc j'espère que ça vous plaira. Et comme ça, vous pourrez voir les illustrations en même temps que moi. C'est pour ça que j'ai pensé à mettre le tag ASMR auditif parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui s'endorment juste devant les lives. D'ailleurs, je voulais faire un petit coucou à toutes les personnes qui se sont endormies grâce à Dracula, les lives précédents, et si vous les avez pas vus, ils sont en rediffusion sur YouTube. Je sais que la dernière partie est assez longue, elle dure comme 5 heures de manière intense, mais les rediffusions sont là pour ça et pour vous permettre de les écouter en différé. Donc j'espère que vous appréciez aussi ce format. Et on va commencer dans une minute. Ouais, c'est très très spécial. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'interprétations psychologiques, etc. J'essaierai de vous donner des informations au fur et à mesure de la lecture parce que comme j'ai beaucoup aimé cet auteur et cet ouvrage, j'ai écrit un mémoire dessus quand j'étais à la faculté, donc j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter si ça vous intéresse et peut-être que ça pourra venir aiguiller votre lecture, en tout cas je l'espère. Je dis pas forcément qu'il y a une différence entre les anciens et les films, mais plutôt entre le texte et le film, il y a une différence énorme. Premièrement parce que le Disney en fait mélange à la fois Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Donc ils sont deux ouvrages différents mais qui ont été intégrés en un seul dans les deux films, donc le Disney et le film. euh, je ne sais pas d'ailleurs qui est le réalisateur du dernier film, je pense que vous l'avez en tête par contre. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais même là, vous voyez bien que Alice, c'est sous la terre, c'est même pas Alice au Pays des Merveilles, donc c'est encore un titre complètement différent. Donc là, vraiment, vous avez accès à la version originale d'Alice avant qu'il soit même proposé en publication et en édition, parce qu'à l'origine, Lewis Carroll a écrit ce livre pour un cadeau envers une petite fille, et non pas pour en faire un objet de publication à tout le monde. Mais il est rentré dans une période où à l'époque victorienne, on a commencé à développer l'idée du jouet, l'idée de la littérature enfantine, et donc ses proches l'ont conseillé, l'ont encouragé à le publier, et il a eu un succès immédiat qui s'est prolongé au fil des années puisqu'on le lit encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, il a été très 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 exploité, donc parfois ça peut le rendre désuet, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très fort et de très intéressant dans ce texte parce qu'on peut le lire à la fois pour son côté très enfantin et en même temps pour tout l'aspect très sombre qu'il y a derrière et aussi pour le jeu intellectuel qu'il y a derrière ce texte, parce qu'il faut savoir quand même que c'est un livre qui va marquer en fait le début de l'absurde, de la littérature surréaliste, etc. dont beaucoup vont s'inspirer en fait pour créer des univers mirifiques. Donc je trouve que c'est vraiment une source intellectuelle hyper intéressante, hyper riche, et je vais essayer de vous montrer tout ça au fur et à mesure de la lecture. Coucou à tous les nouveaux arrivants, coucou Petit Cœur, coucou Isoka 404. Coucou Gilgamesh, j'espère que tu vas bien. Merci, je suis super contente que ça te plaise. J'ai mis 1h30 à l'installer, donc je suis super contente. Et sur ce, on va commencer, j'espère que ça va vous plaire. Et pour l'information, je bois du thé de chez Yogiti, donc c'est une infusion en fait sans théine, avec écrit Sing from your heart, avec un super accent anglais comme d'habitude. Donc on va commencer avec cette première lecture, cette première partie d'Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, à la fin de la lecture, j'aimerais beaucoup que vous me donniez votre avis sur l'installation. Est-ce que vous voulez que je continue comme ça? Est-ce que ça vous a plu? Ou bien vous trouvez ça un peu pénible et vous préfériez l'ancienne? J'ai essayé quelque chose. Je pense que ça a l'air de vous plaire pour le moment. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire pour la suite. Et si je te connais bien, Gilgamesh Dono, mais on va rester sobre. Donc, on va commencer. Je suis tellement contente de commencer par cette édition.
Donc avec les illustrations de Lewis Carroll. Je vais prendre mon temps sur les pages parce que ça me fait plaisir aussi de le lire comme ça. Et on va commencer par le chapitre 1. Un cadeau de Noël pour une chère enfant en souvenir d'un jour d'été. Mais par contre il y a un bruit qui me dérange, donc je vais vous laisser un instant. Parce que ça va me faire péter un câble. Ouais, j'adore les Yogiti. Je sais pas comment s'appelle la maison d'édition à vrai dire parce qu'il y a juste écrit... Alors attendez. Je ne sais pas parce que j'ai juste vu ça. FRMK. Mais je sais pas ça correspond à quelle maison d'édition. Donc j'essaierai de mettre le lien juste après. En le cherchant, peut-être que je vais trouver plus d'informations à ce propos. Mais si vous avez des infos, n'hésitez pas d'ailleurs à faire une remarque dans le chat. Mais je sais pas trop. Donc c'est parti. Coucou Viking. Et bonne nuit déjà Tommy Raptor. Chapitre 1. Alice, assise sur la berge à côté de sa sœur, commençait à se lasser de n'avoir rien à faire. Elle avait jeté un œil sur le livre que sa sœur lisait, mais il ne contenait ni images ni dialogue. Et à quoi donc peut bien servir un livre, pensait Alice, sans images ni dialogue. Elle considéra alors la question, dans la mesure du possible car la chaleur de ce jour lui ensommeillait quelque peu l'esprit, de savoir si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever pour aller les cueillir lorsqu'un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle en courant. Il n'y avait à cela rien de très remarquable, et Alice ne trouva pas non plus très inhabituel d'entendre le lapin se dire lui-même « Mon Dieu, je vais être en retard !» Lorsqu'elle y repensa plus tard, elle se rendit compte qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur l'instant, tout cela lui parut très naturel. Mais quand le lapin s'avisa de sortir une montre de son gilet, de regarder sa montre et de se remettre à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond car l'idée l'avait brutalement frappée qu'elle n'avait jamais vu de lapin ni avec un gilet ni avec une montre dans son gilet. Brûlant de curiosité, elle s'élança à travers champs à la poursuite de l'animal et arriva juste à temps pour le voir disparaître dans un grand terrier sous la haie. Un instant plus tard, elle disparaissait à son tour, sans du tout s'inquiéter de savoir comment diable elle pourrait bien en ressortir. Le terrier était d'abord creusé droit comme un tunnel, puis il plongeait brusquement, si brusquement qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de tomber dans ce qui semblait être un puits très profond. Il faut croire que le puits était très profond, ou alors la chute d'Alice très lente, car en tombant, elle eut tout le temps de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait bien se passer. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour se rendre compte de ce qui l'attendait, mais il faisait trop sombre pour y voir. Ensuite, observant les parois du puits, elle remarqua qu'elles étaient couvertes de placards à vaisselle et bibliothèque. Ça et là étaient accrochées des cartes géographiques et des gravures. Elle saisit au passage un pot sur l'une des étagères, il portait l'inscription « Marmelade d'orange », mais à la grande déception d'Alice, il était vide. Elle n'osa pas le jeter, de peur de tuer quelqu'un en dessous. Aussi fut-elle en sorte de le déposer en tombant dans l'un des placards devant lesquels elle passait. Donc pour ceux qui ont déjà lu la lecture de Alice, vous pouvez voir que l'écriture est beaucoup plus simplifiée et vraiment différente de celle publiée donc pour le public, donc pour le grand public. Tout simplement parce que c'était un cadeau, donc ça va peut-être vous paraître étrange, et j'y pense seulement maintenant, donc j'espère que ça pourra concorder avec les autres lectures qui, elles, se basent sur le manuscrit publié pour le grand public. Eh bien, se dit Alice,
Après une telle chute, je n'aurais plus peur de tomber dans les escaliers. Comme on va me trouver courageuse à la maison. Désormais, même si je dégringolais du toit de la maison, je n'en dirais rien, ce qui en effet était fort probable. Elle tombe, tombe, tombe. Cette chute ne connaîtrait-elle jamais de fin? Je me demande de combien de kilomètres je suis tombée maintenant, dit-elle tout haut. Je devrais bientôt être proche du centre de la Terre. Voyons, cela ferait 6000 kilomètres de profondeur, je crois. Car voyez-vous, Alice avait appris ce genre de choses lors de ses leçons particulières, et très bien choisies, et bien que l'occasion de montrer son savoir ne fût pas très bien choisie puisqu'il n'y avait personne pour l'entendre, c'était quand même bien de le répéter pour réviser. Oui, c'est bien la bonne distance, mais alors je me demande sur quelle longitude ou latitude je me trouve. Alice n'avait aucune idée de ce qu'était la longitude et pas plus la latitude, mais elle trouvait que c'était de jolis mots impressionnants. Je me demande, reprit-elle bientôt, si je vais passer à travers la terre. Comme ce serait drôle de ressortir parmi ces gens qui marchent la tête en bas. Mais il faudra que je leur demande leur nom, le nom du pays, bien sûr. S'il vous plaît, madame, sommes-nous en Nouvelle-Zélande ou en Australie? Et elle essaya de faire sa révérence. Imaginez, faire sa révérence en tombant dans le vide. Croyez-vous que vous pourriez en être capable? Et la dame pensera que je suis une petite fille bien ignorante. Non, il vaudrait mieux ne pas demander. Je le verrai peut-être écrit quelque part. Elle tombe, 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 rien d'autre à faire. Aussi se remit-elle bientôt à parler. Je vais beaucoup manquer à Dinah ce soir, c'est certain. Dinah, c'était la chatte. J'espère que l'on n'oubliera pas de lui donner sa coupelle de lait à l'heure du thé. Oh, ma Dinah, comme je voudrais t'avoir ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans les airs, je le crains, mais tu pourrais attraper une chauve-souris, et cela ressemble fort, vois-tu, à une souris. Au fait, les chats mangent-ils les chauves-souris? Je me le demande. À cet instant, Alice commença à avoir très sommeil et à se répéter comme en songe. Les chats mangent-ils les souris? Les chats mangent-ils les souris? Et d'autres fois, les souris chauves mangent-elles les chats? Car comme elle était incapable de répondre à aucune des questions, peu importait l'ordre dans lequel elle les posait. Elle réalisa qu'elle était en train de s'assoupir. Elle venait de commencer à rêver qu'elle se promenait main dans la main avec Dinah, lui demandant très sérieusement « Maintenant, Dinah, ma chérie, dis-moi la vérité. As-tu déjà mangé une chauve-souris » Quand soudain, bing, bing, bang, sur un tas de branchages et de feuilles mortes, fin de la chute. Alice, qui ne s'était pas fait le moindre mal, se remit sur pied tout aussitôt. Elle regarda vers le haut, mais il faisait tout noir. Juste devant elle, il y avait un long couloir qui descendait, et tout au bout, le lapin blanc qui courait ventre à terre. Il n'y avait pas un instant à perdre. Rapide comme le vent, Alice s'élança à sa poursuite et put tout juste l'entendre dire au moment où il disparaissait dans un tournant « Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard !» Excusez-moi pour la lecture saccadée, mais c'est pas facile sur cet angle. Elle tourna à sa suite et aussitôt se trouva dans une longue salle basse éclairée d'une rangée de lampes suspendues au plafond. Il y avait des portes tout autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clé, et lorsqu'Alice eut fait le tour en les essayant toutes, elle revint tristement vers le milieu de la pièce en se demandant comment elle pourrait bien en sortir. Soudain, elle se trouva devant une petite table à 3 pieds, toute de verre massif. Il n'y avait rien dessus excepté une minuscule clé en or, et la première pensée d'Alice fut que cette clé devait ouvrir l'une des portes de la salle. Mais hélas, les serrures étaient-elles trop grandes ou la clé trop petite? Quoi qu'il en soit, aucune de cette clé n'ouvrait aucune des portes. Au second tour, pourtant, Alice découvrit un rideau qu'elle n'avait pas encore remarqué, et derrière une petite porte haute de 40 cm environ. Elle essaya la petite clé et constata que c'était la bonne. Alice ouvrit la porte et sa vue plongea par un étroit passage, pas plus large qu'un trou à rats, dans le plus adorable des jardins. Comme elle aurait voulu sortir de cette salle sombre, se promener parmi ces parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et ces fraîches fontaines. Mais elle ne pouvait même pas passer la tête par la porte. Et même si ma tête passait, se dit la pauvre Alice,
Cela ne me serait guère utile sans mes épaules. Oh, comme je voudrais pouvoir me replier comme un télescope. Je crois bien que je pourrais y arriver si seulement je savais par où commencer. C'est que, voyez-vous, tant d'événements extravagants venaient de se produire qu'Alice en arrivait à penser qu'il n'y avait pas grand-chose qui soit véritablement impossible. Il n'y avait rien d'autre à faire aussi, revint-elle vers la table, espérant presque y trouver une autre clé, ou au moins un manuel indiquant la marche à suivre pour replier les gens sur eux-mêmes comme des télescopes. Mais cette fois, elle trouva sur la table, un petit flacon, qui à coup sûr n'y était pas tout à l'heure, se dit Alice, avec noué autour de son goulot une étiquette de papier portant les mots « Bois-moi », magnifiquement imprimés en gros caractères. C'était bien joli de dire « Bois-moi », mais je vais regarder d'abord, se dit la prudente petite Alice. S'il est inscrit le mot « poison » ou pas sur la bouteille. Car elle avait lu plusieurs charmantes petites histoires où il était question d'enfants brûlés ou dévorés par des bêtes sauvages ou victimes d'autres mésaventures parce qu'ils n'avaient pas voulu se rappeler les conseils que leurs amis leur avaient donnés, comme par exemple si vous allez dans le feu, cela brûle, ou si vous vous coupez le doigt très profondément avec un couteau, généralement cela saigne. Et elle n'avait donc pas oublié que si l'on boit le contenu d'une bouteille portant l'inscription poison, il est à peu près certain que cela cause des désagréments tôt ou tard. Néanmoins, ce flacon-là ne portait pas l'inscription poison. Alors Alice se hasarda à en goûter le contenu, et l'ayant trouvé délicieux, il avait en fait un goût de tarte aux cerises mêlé à des saveurs de crème à la vanille, d'ananas, de dinde rôtie, de caramel et de toast beurré. Elle eut tôt fait de l'avaler jusqu'à la dernière goutte. Peut-être que ce passage, ça vous rappelle le livre de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, durant lequel l'un des personnages mange un chewing-gum qui goûte la tarte à la myrtille, etc., etc. Et je pense que c'est fortement inspiré de ce petit passage d'Alice. Quelle sensation bizarre, fit Alice. Je dois être en train de me replier comme un télescope. Et en effet, elle ne mesurait plus maintenant que 25 cm et son visage s'éclaira à la pensée qu'elle avait à présent la bonne taille pour franchir la petite porte et pénétrer dans l'adorable jardin. Toutefois, elle patienta quelques minutes de plus pour voir si elle allait continuer de rapetisser. Cela l'inquiétait un peu. Car voyez-vous, se disait Alice, je pourrais bien finir par disparaître comme la flamme d'une bougie. Je me demande de quoi j'aurais l'air alors. Et elle essaya d'imaginer à quoi ressemblerait la flamme d'une bougie après qu'on l'a soufflée, car elle ne se souvenait pas d'avoir vu jamais rien de semblable. Comme il ne se passait rien, elle décida d'aller dans le jardin sans attendre davantage, mais hélas pour la pauvre Alice, en arrivant devant la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la petite clé d'or, et quand elle revint vers la table la chercher, elle constata qu'il lui était impossible de l'atteindre. Elle la voyait distinctement à travers le verre, et elle essaya d'escalader l'un des pieds de la table, mais il était trop lisse, et quand ses vaines tentatives l'eurent épuisée, la pauvre enfant s'assit par terre et fondit en larmes. « Allez, ça ne sert à rien de pleurer, » se dit Alice avec sévérité. « Je te conseille de cesser sur le champ. » Elle avait l'habitude de se donner de très bons conseils, et il lui arrivait de se réprimander si fort que les larmes lui en venaient aux yeux, et elle se rappelait même avoir une fois essayé de se tirer l'oreille parce qu'elle avait été méchante lors d'une partie de croquet qu'elle jouait contre elle-même, car cette singulière petite fille aimait beaucoup faire semblant d'être deux personnes. Mais ce n'est pas la peine maintenant, se dit la pauvre Alice, de faire semblant d'être deux, alors qu'il reste à peine assez de moi-même pour faire une personne digne de ce nom. Bientôt, son regard tomba sur une petite boîte d'ébène posée sous la table. Elle l'ouvrit et trouva dedans un tout petit gâteau et une carte portant les mots « Mange-moi », magnifiquement imprimés en gros caractères. « Je vais le manger », se dit Alice, « et s'il me fait grandir, je pourrai récupérer la clé, et s'il me fait rapetisser, je pourrai me glisser sous la porte. Donc, de toute façon, je pénétrerai dans le jardin, et comment, je m'en fiche. » Elle mangea un tout petit morceau de gâteau et se demanda avec inquiétude. Dans quel sens ? Dans quel sens ? La main posée sur la tête pour savoir si elle grandissait ou rapetissait, et elle fut toute surprise de constater qu'elle ne changeait pas de taille.
Certes, c'est ce qui se produit généralement lorsqu'on mange un gâteau, mais Alice n'attendait plus désormais que de l'inattendu. Il lui apparut donc navrant que les choses se déroulent de manière ordinaire. Elle se fit donc un devoir de finir rapidement le gâteau. De plus en plus bizarre, hein, s'écria Alice, si surprise qu'elle en oubliait tout à fait de parler correctement. Voici maintenant que que je me déploie comme le plus grand télescope du monde. Revoir les pieds. Car lorsqu'elle regarda ses pieds, ils étaient presque hors de vue, tant ils devenaient lointains. Oh, mes pauvres petits pieds, je me demande qui à présent vous mettra vos bas et vos souliers, mes chéris. Pas moi, ça c'est sûr. Je serais certes bien trop loin pour pouvoir m'occuper de vous. Vous devrez vous débrouiller tout seul. Mais il faut que je sois gentille avec eux, se dit Alice. Sinon, ils pourraient refuser de marcher où je veux aller. Voyons, je leur ferai cadeau d'une paire de souliers neufs à chaque Noël. Et elle continua d'imaginer comment elle allait faire. Il faudra que je les confie à un livreur, pensa-t-elle, et comme cela paraîtrait cocasse d'envoyer des cadeaux à ses propres pieds, et comme l'adresse aura l'air étrange. Monsieur Pied droit d'Alice, le tapis, affectueusement Alice. Oh mon Dieu, ce que je raconte n'a ni pied ni tête. À cet instant précis, sa tête heurta le plafond de la salle. En effet, elle mesurait maintenant plus de 2,75 m. Elle s'empara aussitôt de la petite clé d'or et revint en toute hâte à la porte du jardin. Pauvre Alice, tout ce qu'elle pouvait faire désormais, c'était s'allonger sur le côté pour regarder d'un œil le jardin. Passer de l'autre côté était plus que jamais impossible. Alors elle s'assit et se remit à pleurer. « Tu devrais avoir honte, se dit Alice. Une grande fille comme toi. » C'était bien le cas de le dire. « Pleurer comme tu le fais. Arrête-toi immédiatement, je te prie. » Mais elle n'en continuait pas moins de répandre des litres et des litres de larmes, au point qu'il y eut bientôt tout autour d'elle une vaste mare profonde d'environ 10 centimètres et qui s'étendait jusqu'au milieu de la salle. Après un moment, elle entendit au loin un bruit de petits pas précipités et elle se sécha les yeux pour voir ce qui arrivait. C'était à nouveau le lapin blanc, splendidement vêtu, tenant d'une main une paire de petits gants de chevreau blanc et de l'autre un petit bouquet de fleurs. Alice était si désespérée qu'elle était prête à faire appel à l'aide du premier venu comme le lapin arrivait près d'elle. Elle fit timidement à voix basse « Monsieur, s'il vous plaît !» Le lapin sursauta violemment, leva droit les yeux vers le plafond de la salle d'où semblait être venue la voix et laissant tomber le bouquet et les gants blancs, détala dans les ténèbres aussi vite qu'il put. Alice ramassa le bouquet et les gants d'enfant, et trouva le bouquet si délicieux qu'elle ne cessa de le humer, tout en continuant à se parler. Vraiment, vraiment, comme tout est bizarre aujourd'hui, alors qu'hier les choses se passaient si normalement. Est-ce que par hasard on m'aurait changé au cours de la nuit? Réfléchissons. Étais-je la même lorsque je me suis levée ce matin? Je crois bien me rappeler m'être sentie un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, qui donc suis-je sur cette terre? Ah, c'est la grande énigme. Et elle se mit à penser à tous les enfants de son âge qu'elle connaissait, afin de savoir si elle ne serait pas devenue l'un d'eux. Mes voisins, ils se font un kiff, en haut. « Je suis sûre de ne pas être Gertrude, dit-elle, car elle a de longs cheveux bouclés, alors que les miens ne bouclent pas du tout. Et je suis sûre de ne pas être Florence, car je sais toutes sortes de choses, et elle en sait si peu. En plus, elle est elle, et Oh là là, que c'est donc compliqué. Je vais essayer de voir si je sais tout ce que je savais jusqu'ici. Voyons. 4 fois 5 font 12, et 4 fois 6 font 13, et 4 fois 7 font 14. Oh mon Dieu, à ce train-là, je n'irai jamais jusqu'à 20. Après tout, la table de multiplication, celle-là n'importe guère.
Voyons la géographie. Londres est la capitale de la France et Rome est la capitale du Yorkshire. Ah là là, tout cela est faux, j'en suis certaine. On a dû me changer en Florence. Je vais essayer de réciter. Voyez comme la petite abeille. Et elle se croisa les mains sur les genoux et se mit à dire le poème, mais sa voix avait un son rauque et étrange, et les mots ne sonnaient pas comme d'habitude. Voyez comme le petit crocodile, sa queue brillante embellit encore, répandant les eaux du Nil sur chacune de ses écailles d'or. Comme sincèrement il sourit, comme il ouvre la gueule en grand, quand il accueille en ami les petits poissons gentiment. Je suis sûre que ce ne sont pas les bonnes paroles, se dit la pauvre Alice, et ses yeux s'emplirent de nouveau de larmes, tandis qu'elle pensait. Il faut croire en fin de compte que je suis bel et bien Florence, et qu'il va me falloir aller vivre dans cette pauvre petite maisonnette où je n'aurai presque plus de jouets et toujours plus de leçons à apprendre. Non, ma décision est arrêtée. Si je suis Florence, je reste en bas. Ils pourront toujours me pencher la tête et dire « Remonte, ma chérie !» Je me contenterai de lever les yeux et de répondre « Qui suis-je alors ? Dites-le moi d'abord, et ensuite, si j'ai envie d'être cette personne, je remonte. Sinon, je resterai ici jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. » « Oh mon Dieu !» s'écria Alice en fondant brusquement en larmes. « Comme je voudrais que l'on penche la tête vers moi. J'en ai tellement assez d'être toute seule ici. » En disant cela, elle abaissa son regard vers ses mains et fut surprise de voir que tout en parlant, elle avait enfilé l'un des petits gants blancs du lapin. « Comment ai-je bien pu faire ça ?» se demanda-t-elle. « Je dois être de nouveau en train de rapetisser. » Et elle se leva et alla vers la table pour s'y mesurer. Elle constata que, selon son approximation la plus exacte, elle faisait maintenant environ 60 cm de haut et continuait de rétrécir rapidement. Elle comprit bientôt que la cause de ce phénomène n'était autre que le bouquet qu'elle tenait en main. Aussi le lâcha-t-elle à la seconde, juste à temps pour éviter de disparaître complètement. Elle constata alors qu'elle ne mesurait plus que 8 cm de haut. « Et maintenant, au jardin !» s'écria Alice, en retournant en hâte vers la petite porte. Mais la petite porte avait été refermée et la petite clé d'or était posée sur la table de verre comme auparavant. Tout va de mal en pis, pensa la pauvre Alice, car jamais encore je n'avais été si petite, jamais. Je dis que ce n'est pas juste, ce n'est vraiment pas juste. À ce moment, son pied glissa et plouf, elle se trouva plongée jusqu'au cou dans de l'eau salée. Sa première idée fut qu'elle était tombée dans la mer, puisqu'elle se souvint qu'elle était sous terre, et elle comprit bientôt qu'il s'agissait de la mare formée par les larmes qu'elle avait versées alors qu'elle mesurait 2,75 m. « Je regrette d'avoir tant pleuré, » se dit Alice en nageant et en s'efforçant de gagner la rive. « Je serai bien punie maintenant. Il me semble si je dois me noyer dans mes propres larmes. » Eh bien, à coup sûr, ce sera un bizarre incident. Mais tout est bizarre aujourd'hui. Bientôt, elle vit quelque chose qui pataugeait près d'elle dans la mare. D'abord, elle pensa que cela pouvait être un morse ou un hippopotame, mais se souvenant qu'elle-même était toute petite, elle comprit que ce n'était qu'une souris qui, comme elle, avait glissé dans la mare. Est-il censé, à présent, se demanda Alice, de parler à cette souris? Le lapin est quelque chose d'hors du commun, c'est certain, et moi-même je le suis depuis que je suis tombée ici, mais il n'y a pas de raison pour que la souris ne soit pas capable de parler. Je pense que je ferais bien d'essayer. Aussi commença-t-elle. « Oh, souris, savez-vous comment sortir de cette mare? Je suis très fatiguée de nager. Oh, souris !» La souris la regarda d'un air quelque peu interrogatif. Il lui sembla cligner l'un de ses petits yeux, mais elle ne répondit rien. « Peut-être ne comprend-elle pas l'anglais ?» pensa Alice. « Une souris française, j'imagine, venue ici avec Guillaume le Conquérant. » Je vais vous montrer l'image. Une souris française, j'imagine, venue ici avec Guillaume le Conquérant. Car malgré tout son savoir historique, Alice n'avait pas une idée très claire de la durée écoulée depuis les événements. Elle reprit donc en français. « Où est ma chatte ?» C'était la première phrase de son manuel de français. La souris bondit soudain hors de l'eau, et il sembla que tout son corps frissonnait d'épouvante.
Oh, je vous demande pardon, s'écria aussitôt Alice, craignant d'avoir froissé la pauvre petite bête. J'oubliais que vous ne devez pas aimer les chats. Pas aimer les chats s'exclama la souris d'une voix aiguë et énervée. Vous les aimeriez, vous, les chats, si vous étiez à ma place? Eh bien, peut-être pas, répondit Alice d'un ton conciliant. Ne vous fâchez pas pour cela. Pourtant, je voudrais bien pouvoir vous montrer notre chatte Dina. Je crois que vous seriez folle des chats si seulement vous la voyiez. Elle est si paisible, poursuivit-elle à moitié pour elle-même, nageant paresseusement dans la mare. Elle ronronne si gentiment au coin du feu, tandis qu'elle se lèche les pattes et se lave la figure. Et c'est si doux de la dorloter, et puis elle est sans rival pour ce qui est d'attraper les souris. Oh, je vous demande pardon, s'écria aussitôt la pauvre Alice, car cette fois-ci, la souris avait le poil tout hérissé, et la petite fille était sûre de l'avoir vraiment offensée. Vous ai-je offensé? Offensé? Tout à fait, s'emporta la souris qui semblait positivement tremblante de rage. Notre famille déteste les chats de toute éternité. Ce sont des êtres vils, répugnants, vulgaires. Ne me parlez plus jamais des chats. Jamais plus, promit Alice, qui avait hâte de changer de sujet de conversation. Aimez-vous les chiens? La souris ne répondit pas, et Alice poursuivit avec chaleur. Il y a près de chez nous un petit chien que j'aimerais pouvoir vous montrer tant il est charmant. Un petit terrier à l'œil vif, voyez, avec de si longs poils bruns bouclés. Il rapporte tous les objets qu'on lui jette. Il fait le beau pour demander son déjeuner et tellement d'autres choses, je ne m'en rappelle pas la moitié. Et il appartient à son propriétaire. Et son propriétaire dit qu'il tue tous les rats. Et oh non, fit Alice d'une voix chagrine. Je crois bien l'avoir de nouveau offensée. Car la souris s'éloignait d'elle en nageant aussi vite qu'elle pouvait, soulevant des remous dans la mare. Alice l'appela donc doucement. « Souris chérie, revenez, et nous ne parlerons plus ni de chats ni de chiens puisque vous ne les aimez pas. » Quand la souris entendit cela, elle fit demi-tour et revint lentement vers Alice. Son visage était tout pâle. « De colère, se dit la petite fille, et l'animal dit en tremblant et à voix basse. « Regagnons le rivage, là je vous raconterai mon histoire, et vous comprendrez alors pourquoi je déteste les chiens et les chats. » Il était grand temps de partir car la mare se trouvait à présent fort encombrée d'animaux de toutes sortes qui étaient tombés dedans. Il y avait un canard et un dodo, une perruche et un aiglon, et nombre d'autres créatures bizarres. Alice se mit à leur tête et toute la troupe regagna à la nage la terre ferme. Le dodo est en fait une métaphore de l'auteur. Vous allez le voir qu'il a un discours assez particulier parce qu'il est bègue et c'était une des particularités de Lewis Carroll. À l'origine, Lewis Carroll en fait est professeur de mathématiques. C'est quelqu'un de très guindé, de très sérieux, qui vivait à l'université, sans femme, seul. Et c'est assez fascinant de voir à quel point il a il avait un univers très fantasmé dans sa littérature jeunesse, alors que dans sa vie au quotidien, c'était plutôt quelqu'un d'assez coincé finalement. Et le personnage du dodo représente vraiment cette image qu'il avait en société, c'est-à-dire un personnage bègue, un peu maladroit, pâteau. On est passé du chapitre 1 au chapitre 11 en 2 secondes. C'est ça. D'ailleurs, il a écrit aussi des manuels de maths. Donc il avait vraiment deux personnalités. Il avait vraiment une affinité avec les enfants. Donc il y a tout un sous-entendu un peu sombre autour de cette attirance pour les enfants. Mais il faut savoir qu'à l'époque victorienne, il y avait une espèce de fascination pour l'enfance et la pureté de l'enfance. Donc c'était beaucoup plus accepté d'avoir des relations amicales avec des enfants. On n'a jamais su le fin mot de l'histoire avec Lewis Carroll, puisque lorsque sa mort lorsqu'il s'est approché de la mort plutôt, il a décidé de brûler toutes ses archives
pour éviter qu'on retrouve des choses sur lui. Donc on ne peut faire que des spéculations, notamment à travers ce livre. Mais il faut savoir qu'il entretenait une correspondance assez prolifique avec pas mal d'enfants, notamment Alice Liddell, et il faisait également des photographies d'enfants. Et il demandait à leurs parents s'ils pouvaient avoir un moment seul avec leurs enfants pour faire des photographies assez spéciales. Donc je vous laisse imaginer la suite. Mais on ne sait pas vraiment, c'est que des spéculations après, donc à voir si c'est vrai ou pas. C'est ça en fait, finalement, ces écritures pour enfants, il se lâchait beaucoup et il jouait beaucoup avec les lettres et avec toute la littérature. D'ailleurs, le personnage d'Alice est aussi un personnage très intéressant parce que dès le roman d'ailleurs, on la voit comme une jeune fille aux longs cheveux blonds, etc. Mais Alice Liddell, donc le personnage qui a inspiré Lewis Carroll, est en fait une petite fille brune aux cheveux courts à la coupe carrée. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une photo d'elle à la fin, juste ici, donc on la voit. Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir avec l'idée qu'on se fait d'Alice. Donc on va passer au chapitre 11. Ils formaient réellement une singulière assemblée, réunis sur le rivage, les oiseaux aux plumes traînantes, les animaux à la fourrure pesante, tous trempés, mal à l'aise et d'humeur maussade. La première question abordée fut bien entendu la façon de se sécher. Chacun donna son avis à ce sujet, et Alice ne fut guère surprise de découvrir qu'elle parlait familièrement avec les oiseaux, comme si elle les connaissait depuis toujours. Elle eut en effet une assez longue discussion avec la perruche, qui finit par prendre un air boudeur et déclara assez sottement « Je suis la plus vieille, je suis celle qui sait le mieux !» Ce qu'Alice ne voulut pas admettre sans connaître son âge exact, et comme la perruche refusait catégoriquement de le dire, la discussion tourna court. Finalement, la souris, qui semblait avoir un certain ascendant sur les autres animaux, ordonna d'une voix forte « Asseyez-vous, vous tous, et écoutez-moi. Vous serez bientôt suffisamment secs. » Ils s'assirent aussitôt, tous en cercle, en grelottant, et au centre se trouvait Alice, fixant sur la souris un regard inquiet, car elle savait qu'elle allait attraper un bon rhume si elle ne se séchait pas au plus vite. Fit la souris en prenant un air important. Êtes-vous tous prêts? Voici l'histoire la plus sèche que je connaisse. Alors silence à la ronde, je vous prie. Guillaume le Conquérant, dont la cause avait acquis les faveurs du pape, reçut bientôt la soumission des Anglais, qui avaient besoin de chefs et qui, depuis quelque temps, s'étaient accoutumés à l'usurpation et à la conquête. Edwin et Morcar, comtes de Mercie et de Northumbrie. Oh, fit la perruche en frissonnant. Je vous demande pardon, dit la souris très poliment, mais en fronçant les sourcils. Avez-vous dit quelque chose? Pas moi, se hâta d'affirmer la perruche. J'ai bien cru, dit la souris. Je continue donc. Donc je disais, Edwin et Morcan, comtes de Mercie et de Northumbrie, se rallièrent à son parti. Et l'archevêque, patriote de Canterbury, Stigand lui-même, trouva opportun d'aller voir Edgar Atheling à la rencontre de Guillaume pour offrir la couronne à ce dernier. Guillaume se conduisit d'abord avec modération. « Comment vous sentez-vous maintenant, ma chère » demanda la souris en se tournant vers Alice. « Plus mouillée que jamais, » répondit la pauvre Alice. « Votre histoire ne semble guère me sécher. » Dans ce cas, dit le dodo, d'un air solennel, en se redressant sur ses pattes, je propose l'ajournement de la séance en vue de l'adoption immédiate de mesures plus drastiques. Bla bla bla, fit le canard. Je comprends pas la moitié de ces longs mots, et en plus, je suis pas sûr que vous y compreniez grand-chose vous-même. Et le canard, satisfait de son intervention, caqueta. Quelques-uns des oiseaux firent entendre des cancadements. Ce que j'allais dire, poursuivit le dodo d'un ton passablement offensé, c'est que je connais près d'ici une maison où nous, la demoiselle et le reste de l'assemblée, pourrions nous sécher avant d'écouter confortablement l'histoire que vous avez eue, je crois, s'inclinant gravement vers la souris, la bonté de nous promettre.
La souris ne trouva à cela aucune objection, et toute la troupe se déplaça le long de la berge et de la rivière. Car entre-temps, la mare avait commencé de déborder de la salle, et ses rives à procession, le dodo en tête, et ses rives à se franger des joncs et de myosotis. Pardon. On va répéter cette phrase parce que c'est un petit peu rocambolesque. Car entre-temps, la mare avait commencé de déborder de la salle, et ses rives à se franger de joncs et de myosotis. En une lente procession, le dodo en tête. Au bout d'un moment, le dodo s'impatienta et laissant le canard conduire le reste du groupe, il accéléra le pas avec Alice, la perruche et l'aiglon, qui l'amena bientôt à une petite maisonnette où ils s'assirent près du feu, pelotonnés dans des couvertures, jusqu'à ce que le reste de la bande arrive et qu'ils fussent à nouveau secs. Puis ils s'assirent tous en un large cercle sur la berge et prièrent la souris de commencer son histoire. Ma destinée est tragique. Je veux dire par là que, fit la souris en se tournant vers Alice et en soupirant, elle est longue et triste. Votre queue est longue, c'est sûr, dit Alice en abaissant avec étonnement son regard vers la queue de la souris qui s'enroulait presque tout autour de l'assemblée. Mais pourquoi dire qu'elle est triste ? Et elle continuait de se creuser la tête à ce propos, tandis que la souris parlait si bien que l'idée qu'elle se fit de l'histoire ressembla à ce qui suit. Nous vivions en ce temps-là sous le paillasson comme des rois, mais un gros malheur arrive, c'était le chat. Toutes nos joies devenues pépins devant nos yeux plus un point, de nos espoirs plus rien, ce fut le chien. Quand le chat est au loin, les souris font festin, mais hélas, un jour funeste, comme on dit, vinrent le chien et le chat chassant un rat, et voici nos souris tout d'un coup toutes aplaties sous le paillasson comme des rois, voyez-vous. Voyez-vous ça, pardon. Vous ne m'écoutez pas, Alice, dit la souris d'une voix sévère. À quoi pensez-vous donc ? Je vous demande pardon, fit Alice humblement. Vous étiez, il me semble, si sinueux, fit la souris, haussant furieusement la voix. Sinueux ? dit Alice, toujours prête à rendre service et jetant autour d'elle des regards scrutateurs. Oh, laissez-moi vous aider à les défaire. Pas question, s'écria la souris en se levant et en s'éloignant de la petite fille. Vous m'insultez en débitant de pareilles absurdités. Mais je ne l'ai pas fait exprès, protesta la pauvre Alice. Mais vous êtes, voyez-vous, tellement susceptible. Pour toute réponse, la souris émit un petit crissement. S'il vous plaît, revenez finir votre histoire, lui cria Alice. Et les autres s'exclamèrent en chœur. Oh oui, revenez. Mais la souris ne fit que remuer les oreilles et pressa le pas de sorte qu'elle fut bientôt hors de vue. Quel dommage qu'elle n'ait pas voulu rester avec nous, soupira la perruche, et une vieille crabe profita de l'occasion pour dire à sa fille « Ah, ma chérie, que tout ceci te serve de leçon, ne perds jamais ton sang-froid. »« Silence, man !» répondit la jeune précieuse un rien hargneuse. « Tu ferais perdre patience à une huître. »« Je voudrais bien que notre Dinah soit ici, vraiment, » dit Alice à haute voix, sans s'adresser à personne. « Elle aurait vite fait de nous la ramener. »« Et qui est Dinah, si je peux me permettre de vous poser la question ?» demanda la perruche. Alice, toujours disposée à parler de sa protégée, répondit avec empressement. « Dinah, c'est notre chatte. Elle n'a pas sa pareille, je vous l'affirme, pour attraper les souris. Oh, et j'aimerais que vous la voyiez faire la chasse aux oiseaux. Oui, elle vous dévore un petit oiseau à l'instant même où elle l'a aperçu. » Ces paroles firent sur l'assemblée une impression tout à fait remarquable. Quelques-uns des oiseaux décampèrent sur le champ, une vieille pie se mit à s'emmitoufler très soigneusement dans son plumage en déclarant « Et il faut vraiment que je rentre à la maison, l'air de la nuit est mauvais pour ma gorge. » Et un canari rappela ses enfants d'une voix tremblotante. « Venez vite, mes chéris, je ne veux pas vous voir rester en pareille compagnie. » Sous divers prétextes, ils disparurent tous, et Alice, bientôt, resta seule.
Elle demeura assise, chagrine et silencieuse, mais elle ne fut pas longue à recouvrer ses esprits, et elle se remit à parler toute seule, comme d'habitude. J'aurais bien aimé que quelques-uns d'entre nous restent plus longtemps. Nous étions en train de devenir de si bons amis, et vraiment, la perruche et moi étions presque comme des sœurs. Pareil avec ce cher petit aiglon, et avec le canard et le dodo. Comme le canard chantait bien quand nous sortions de l'eau, et si le dodo n'avait pas su comment venir à cette charmante petite maisonnette, je me demande quand nous aurions pu nous sécher. Et on ne sait combien de temps elle aurait pu continuer à bavarder de la sorte, et si elle n'avait entendu soudain un bruit de pas précipité. C'est vraiment différent du format original. Normalement, il y a vraiment des dialogues avec le dodo, et là, ils ont été complètement évincés. C'est beaucoup plus enfantin, finalement. C'était le lapin blanc. Il revenait au petit trot en jetant autour de lui des regards inquiets, comme s'il eût perdu quelque chose, et Alice l'entendit marmonner. La marquise, la marquise. Oh, mes pauvres petites pattes. Oh, ma fourrure et mes moustaches. Elle va me faire exécuter, aussi sûr qu'un furet est un furet. Où ai-je bien pu les laisser tomber? Je me le demande. Alice devina tout de suite qu'il cherchait le bouquet et la paire de petits gants de peau blanc, et elle se mit en devoir de les chercher, mais ils n'étaient visibles nulle part. Tout semblait avoir changé depuis son bain forcé dans la mare, et sa séance de marche le long de la berge, avec sa bordure de jonc et de misotis, et la table de verre et la petite porte avaient disparu. Bientôt, le lapin remarqua Alice, alors qu'elle se tenait debout, à le regarder, avec curiosité, et tout de suite il l'interpella vertement. « Eh bien, Marie-Anne, que faites-vous là ? Courez sur le champ à la maison prendre sur ma table de toilette mes gants et mon bouquet et rapportez-les aussi vite que vos jambes peuvent vous porter, c'est compris ?» Alice eut si peur qu'elle partit aussitôt sans souffler mot dans la direction que le lapin avait indiquée. Elle se trouva bientôt devant une coquette petite maison sur la porte de laquelle une étincelante plaque de cuivre portait gravé le nom « Monsieur Lapin ». Elle entra et gravit 4 à 4 l'escalier, redoutant d'y rencontrer la vraie Marie-Anne, et de se voir chasser de la demeure avant d'y avoir trouvé les gants. Elle savait qu'une paire avait été perdue dans la salle. Mais bien sûr, pensa Alice, il en a beaucoup d'autres dans sa maison, comme ça fait bizarre d'aller faire des commissions pour un lapin. Je m'attends à bientôt voir Dinah m'envoyer faire ses courses. Et elle se mit à s'imaginer comment les choses se passeraient en l'occurrence. Mademoiselle Alice, venez tout de suite vous préparer pour la promenade. J'arrive dans 1 minute, nounou. Mais jusqu'au retour de Dinah, il me faut surveiller cette souricière pour empêcher la souris d'en sortir. Seulement, poursuivit Alice, je ne pense pas que l'on garderait Dinah à la maison si elle se mettait à donner aux gens des ordres comme cela. Cependant, elle était arrivée dans une petite chambre proprette devant la fenêtre, de laquelle on voyait une table, et sur cette table, un miroir, et, comme Alice l'avait espéré, 2 ou 3 paires de minuscules gants de chevreau blanc. Elle prit l'une d'elles et s'apprêtait à quitter la pièce quand son regard tomba sur un petit flacon qui se trouvait à côté du miroir. Cette fois, il n'y avait pas sur le flacon d'étiquette portant les mots « bois moi », mais néanmoins, elle le déboucha et le porta à ses lèvres. « Je sais, se dit-elle, que quelque chose d'intéressant se produit à coup sûr dès que je mange ou je bois quoi que ce soit. Alors, je vais voir l'effet que produit ce flacon. J'espère qu'il me fera grandir, car vraiment, j'en ai plus qu'assez d'être une créature si minuscule. » C'est en effet bien ce qu'il se produisit, et plus vite qu'elle ne croyait, avant d'avoir bu la moitié du contenu du flacon, elle constata que sa tête se trouvait pressée contre le plafond, et elle dut ployer l'échine pour éviter de se rompre le cou. Elle reposa précipitamment le flacon en se disant « Je crois que ça suffit comme ça. J'espère que je ne vais pas grandir plus. J'aurais mieux fait de ne pas en boire tant. » Hélas, il était trop tard. Elle continuait de grandir et grandir tant et si bien qu'elle dut s'agenouiller sur le plancher. L'instant d'après, elle n'avait même plus assez de place pour y demeurer à genoux, et elle essayait de s'allonger un coude contre la porte et l'autre bras replié sur la tête. Elle n'en continuait pas moins de grandir, et en dernier recours, elle passa un bras par la fenêtre, un pied dans le conduit de la cheminée, puis se dit « Maintenant, je ne peux rien faire de plus. Que vais-je devenir ?» Je ne sais pas si vous avez en tête les illustrations qui ont été faites, donc les originales,
Et personnellement, je préfère vraiment celle de Lewis Carroll. Même si il y a quelques maladresses au niveau des angles, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et loufoque que les gravures classiques qui ont été faites. D'ailleurs, l'illustrateur et l'auteur ne s'entendaient pas du tout sur la publication d'Alice au Pays des Merveilles. J'arrive plus à avoir en tête le nom de l'illustrateur, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Mais en fait, comment dirais-je, il a été sélectionné parce que c'était le graveur à l'époque assez à la mode. Mais Lewis était très exigeant sur le choix des illustrations. Et il avait sans cesse des retours et des retours sur des détails. Ce qui fait qu'à maintes reprises, il y a failli y avoir une rupture entre les deux sur cette collaboration. Merci White Satin, je t'avais pas vu. Bonsoir à tous. Eh bien, on lit Alice au Pays des Merveilles, mais avec le manuscrit original de Lewis Carroll. Donc, c'est une version un peu simplifiée de l'histoire qui a été publiée et que vous connaissez sans doute. Donc, c'est un petit peu différent et c'est aussi des illustrations différentes. Heureusement pour Alice, le petit flacon magique avait maintenant produit tout son effet, et elle cessa de grandir, pourtant sa position n'était guère enviable, et comme il ne semblait pas qu'il y eût pour elle la moindre chance de jamais ressortir de la pièce, elle était fort logiquement bien malheureuse. C'était tout de même bien mieux à la maison, pensa la pauvre Alice. Alors on n'était pas toujours en train de grandir ou de rapetisser, et d'entendre des souris et des lapins vous donner des ordres. Je ne suis pas loin de souhaiter n'être jamais descendue dans ce terrier de lapins, et pourtant, c'est assez bizarre, voyez-vous, ce genre de vie. Je me demande ce qu'il a bien pu m'arriver. Quand je lisais des contes de fées, je m'imaginais que des aventures de ce genre n'arriveraient jamais. Et maintenant, voici que je suis en train d'en vivre une. Il faudrait écrire un livre sur moi, vraiment. Et quand je serai grande, j'en écrirai un moi-même. Mais je suis grande à présent, ajouta-t-elle d'une voix triste. En tout cas, je n'ai pas ici la place nécessaire pour grandir davantage. Mais alors, pensa Alice, je ne deviendrai jamais plus âgée. Ce serait une bonne chose en un sens que de ne jamais devenir une vieille femme. Mais alors, toujours devoir apprendre des leçons, oh, je n'aimerais sûrement pas ça. Que tu es sotte, Alice, dit-elle encore. Comment pourrais-tu étudier tes leçons ici? Voyons, tu peux à peine tenir dans cette pièce, et pas la place pour le moindre livre de classe. Et elle poursuivit alternant les points de vue et entretenant ainsi une vraie conversation jusqu'à ce qu'au bout de quelques minutes, elle n'entende une voix au dehors et ne s'arrête pour l'écouter. Bon, alors... À volontaire, je dirais pas ça. Je dirais provocation gratuite pour se faire remarquer. Alors, hop. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Ça, on s'en fout. Voilà. Donc reprenons. Ah oui, c'est vrai.
truc. Avec ses histoires. Ah là là. Donc, où est-ce que j'en étais? À part qu'on me gave avec vos conneries. Alors... Bon, toi tu m'as gavé aussi, tu dégages. Voilà, hop. Donc... C'est bon. Marianne, Marianne, disait la voix. Apportez-moi mes gants immédiatement. Puis on entendit dans les escaliers un bruit de petits pas précipités. Alice comprit que c'était le lapin qui venait la chercher et elle se mit à trembler au point d'ébranler la maison, oubliant qu'elle était maintenant environ 1000 fois plus grande que le lapin et qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur de lui. À l'instant suivant, le lapin était devant la porte et il essayait de l'ouvrir, mais comme cette porte s'ouvrait vers l'intérieur, Alice en bloquait le battant avec son coude et la tentative se solda par un échec. Alice entendit marmonner « Je vais donc faire le tour et entrer par la fenêtre. » « Ça non, tu n'entreras pas, pensa Alice, et après avoir attendu le moment où elle crut entendre le lapin arriver sous la fenêtre, elle lança brusquement sa main et fit le geste d'attraper ce qui se trouvait à sa portée. Elle ne saisit rien, mais elle entendit un petit cri perçant, suivi d'un bruit de chute et d'un fracas de verre brisé, qui lui donnèrent à penser que probablement le lapin était tombé au milieu du châssis d'une serre à concombre ou de quelque chose de ce genre. Ensuite, une voix courroucée, celle du lapin, s'éleva. « Pat, Pat, où êtes-vous » Puis une voix qu'elle n'avait jamais encore entendue. « Je suis là pour sûr, je déterre des pommes vertes, votre honneur. » « Des pommes déterrées, vertes, vraiment » s'exclama le lapin avec colère. « Rappliquez ici, venez m'aider à sortir de ce machin. » Nouveau fracas de verre brisé. « À présent, dites-moi, Pat, que voit-on à cette fenêtre ?»« Pour sûr, c'est un bras, votre honneur. » Et il prononça « bras. »« Un bras ? Animal que vous êtes. Qui a jamais vu un bras de cette taille ? Cela remplit toute la fenêtre. »« Pour sûr que ça la remplit, votre honneur. Mais c'est un bras, tout de même. » « Eh bien, ce n'est pas la question, il n'y a rien à faire. Allez, allez l'enlever. » Il y eut ensuite un long silence troublé, seulement de temps à autre par quelques chuchotements indistincts. « Pour sûr, je n'aime pas ça, votre honneur, du tout, du tout. Faites ce que je vous dis, espèce de poltron. » Et finalement, Alice allongea encore le bras et fit une nouvelle fois le geste de saisir ce qui pouvait être à la portée de sa main. Cette fois, on entendit 2 petits cris et aussitôt un fracas de verre brisé. « Combien ont-ils donc de châssis à concombre ?» se demanda-t-elle. « Et que vont-ils essayer la prochaine fois ? Si c'est me faire sortir par la fenêtre, j'aimerais bien qu'ils y arrivent. Je sais en tout cas que je ne veux pas rester coincée là un seul instant de plus. » Elle attendit sans qu'aucun bruit, sans qu'aucun bruit ne parvint à ses oreilles. Enfin, elle entendit un grondement pareil à celui que produiraient de petites roues de charrette et le brouhaha d'un bon nombre de petites voix parlant toutes ensemble. Elle saisit quelques bribes de phrases. « Où est l'autre échelle ? Bah voyons, je pouvais en apporter qu'une, c'est Bill qu'à l'autre. Mettez-les contre le coin, là. Non, mettez-les d'abord bout à bout. Elles sont pas assez hautes. Oh, cela ira comme ça, ne faites pas le difficile. Tenez, Bill, attrapez-moi cette corde. Le toit va-t-il tenir ? Attention à cette tuile. Aïe, elle tombe. Attention les têtes. Grand fracas, pardon. Alors, qui a fait cela ? C'est Bill, je parie. Qui va descendre dans la cheminée ? Ah non, je n'y vais pas, c'est vous qui y descendez. Comptez pas sur moi, c'est à Bill d'y aller. Par ici, Bill. Le maître dit qu'il vous faut descendre dans la cheminée. Ainsi donc, Bill va devoir, n'est-ce pas, descendre par la cheminée, se dit Alice. Pauvre Bill, ils lui mettent tout sur le dos. Pour rien au monde, je ne voudrais être à sa place.
Cette cheminée n'est pas bien large, mais je dois pouvoir tout de même donner un bon coup de pied. Elle retira donc son pied, aussi bas qu'elle le put, et resta sans bouger jusqu'au moment où elle entendit un petit animal, elle ne put deviner à quelle espèce il appartenait, en train de s'agripper juste au-dessus d'elle aux parois du conduit. Alors, se disant « c'est Bill », elle donna un violent coup de pied et prêta l'oreille afin de savoir ce qui allait se passer. Ce qu'elle entendit en premier lieu, ce furent plusieurs voix s'écriant en chœur « Là-bas, c'est Bill !» Puis la voix du lapin seul « Attrapez-le !» « Vous là-bas, à côté de la haie !» Suivit un silence, puis un bruit confus de voix. « Comment cela s'est-il passé, mon vieux ? Que vous est-il arrivé ? Racontez-nous. » Enfin, s'éleva une petite voix faible et aiguë. « Ça, c'est Bill, pensa Alice, qui disait « Ma parole, je ne sais pas, je suis moi-même sous le choc. Quelque chose a jailli vers moi comme un diable qui sortait d'une boîte, et je suis partie dans les airs comme une fusée. »« Comme une fusée, c'est bien ça, mon vieux, » reprirent les autres voix. « Il va falloir mettre le feu à la maison, » dit le vieux lapin. « Si jamais vous faites cela, je lance Dinah à votre trousse !» s'écria Alice de toutes ses forces. Cela fit tomber un silence de plomb, et tandis qu'Alice pensait « Mais comment vais-je faire venir Dinah ici ?» elle réalisa à son grand plaisir qu'elle rapetissait. Et bientôt, elle put sortir de la position inconfortable dans laquelle elle se trouvait, et 2 ou 3 minutes plus tard, elle faisait de nouveau 7 centimètres de haut. Elle sortit de la maison à toutes jambes et vit qu'une véritable foule de petits animaux l'attendait dehors. Des cochons d'Inde, des souris blanches, des écureuils et Bill, un petit lézard vert dans les bras d'un cochon d'Inde, tandis qu'un autre lui faisait boire le contenu d'un flacon. Ils se précipitèrent tous vers Alice au moment où elle parut, mais elle courut de plus belle et bientôt elle se trouva au sein d'une épaisse forêt. Donc, la suite des animaux qu'Alice a rencontrés. Et pour te répondre, Camille, malheureusement, Twitch c'est vraiment beaucoup rempli de cons. Donc, il faut s'adapter. L'image est un peu saccadée, j'espère que ça va pour vous. Et je trouve aussi que l'image est très sympa. Tu sais pas lire, mais par contre tu sais écrire. Effectivement, c'est très sensé. D'ailleurs, j'en profite pour dire que s'il y a un commentaire sur mon physique ou quoi que ce soit en rapport, je bloque. Voilà. On arrive au chapitre 111. À moins qu'il ait voulu... Putain, je suis un peu sotte, mais j'ai pas pensé à ça. Peut-être qu'il a voulu faire une écriture en chiffres romains et pas une écriture en chiffres numérologiques. J'ai regardé vite fait. Pour pas vous spoiler toutes les illustrations. Non. C'est du grand n'importe quoi. Du grand Lewis Carroll. Alors, chapitre 111. La première chose que j'ai à faire, se dit Alice en errant à travers la forêt, c'est de revenir à ma taille normale. La seconde, c'est de trouver le chemin qui mène à cet adorable jardin. Je pense que c'est la meilleure voie à suivre. C'était un excellent plan, sans nul doute et à la fois simple et précis. La seule difficulté, c'est qu'elle n'avait pas la moindre idée quant à la manière de le mettre à exécution. Et, tandis qu'elle scrutait anxieusement l'épaisseur des bois, un petit aboiement sec juste au-dessus de sa tête lui fit vivement lever les yeux. Un énorme chiot abaissait vers elle un regard aux grands yeux ronds et lui tendait timidement une patte avec laquelle il essayait de la toucher. « Pauvre petite bête !» dit Alice d'une voix cajoleuse, en faisant un gros effort pour essayer de le siffler, mais elle était épouvantée à l'idée qu'il puisse avoir faim, auquel cas il était très probable qu'il la dévore en dépit de toutes ses douceurs. Sans trop savoir ce qu'elle faisait, elle ramassa un petit bâton et lui tendit. Alors, le toutou sauta en l'air avec un jappement de plaisir, se précipitant sur le bout de bois qu'il fit mine de vouloir mettre en pièces. Alors Alice se jeta derrière un grand
chardon, pardon, pour ne pas être piétinée. Mais au moment où elle réapparaissait de l'autre côté du chardon, le petit chien se précipita de nouveau sur le bâton, et dans sa hâte fit une involontaire culbute. Alors Alice, qui avait l'impression de jouer avec un cheval de labour et s'attendait à tout moment à être piétinée par l'animal, s'esquiva à nouveau derrière le chardon. Sur quoi Lucio entreprit une série de brefs assauts contre le bout de bois, en courant un peu en avant et beaucoup en arrière, sans cesser d'aboyer, jusqu'à ce qu'enfin il alla, haletant, la langue pendante et ses grands yeux mi-clos, s'asseoir à une distance respectable d'Alice. C'était le moment ou jamais pour Alice de prendre la fuite. Elle partit donc sans plus attendre et courut à perdre haleine, jusqu'à ce que l'aboiement du chiot ne s'entendît plus que très faiblement dans le lointain. C'était pourtant un gentil petit toutou, dit Alice en s'appuyant pour se reposer contre la tige d'un bouton d'or, tout en s'éventant avec sa fleur. Ah, regardez, il y a la chenille. Elle est tellement drôle. J'aurais bien aimé lui apprendre des tours si seulement j'avais eu la taille qu'il fallait pour cela. Oh, j'avais presque oublié que j'allais devoir regrandir. Voyons, comment faire? Je suppose qu'il me faut manger, boire quelque chose. Mais la grande question est quoi? Alice regarda tout autour, les fleurs et les brins d'herbe, sans rien voir qui avait l'air d'être la chose qu'il fallait manger ou boire en la circonstance. Un grand champignon à peu près de sa taille sortait du sol, non loin d'elle. Quand elle eut regardé en dessous, sur les côtés et derrière, l'idée lui vint de regarder aussi ce qu'il y avait au-dessus. Elle se hissa sur la pointe des pieds et regarda prudemment par-dessus le bord du champignon. Ses yeux rencontrèrent immédiatement le regard d'un gros ver à soie bleu, assis, les bras croisés, en train de fumer paisiblement un long hookah, sans prêter la moindre attention à Alice ou à quoi que ce soit. Le ver à soie et Alice se regardèrent quelques instants en silence. Finalement, il retira de sa bouche la pipe à eau et l'interpella d'une voix traînante. « Qui êtes-vous » demanda le ver à soie. Ce n'était pas là un début de conversation bien encourageant, mais Alice répondit timidement. Je ne sais pas trop, monsieur, pour le moment présent. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je crois bien que j'ai dû me transformer plusieurs fois depuis. « Qu'entendez-vous par là » demanda le ver à soie. « Expliquez-vous. »« Je crains, monsieur, de ne pouvoir m'expliquer, moi, répondit Alice, car je ne suis même pas moi, voyez-vous. »« Non, je ne vois pas, objecta le ver à soie. J'ai peur de ne pouvoir être plus claire, répondit très poliment Alice, car je ne comprends pas moi-même, et puis avoir tant de tailles différentes en une seule journée, c'est très troublant. Non, ça ne l'est pas, dit le ver à soie. Eh bien, peut-être ne vous en êtes-vous pas encore rendu compte jusqu'à présent, dit Alice, mais lorsque vous vous transformerez en chrysalide et ensuite en papillon, je pense que cela vous paraîtra plutôt bizarre, ne croyez-vous pas? Pas du tout, répondit le ver à soie. Tout ce que je sais, dit Alice, c'est que cela me paraîtrait tout à fait bizarre à moi. Vous, fit d'un ton méprisant le ver à soie, mais qui êtes-vous? Cela les ramenait au début de leur entretien. Alice ressentit une légère irritation d'entendre le ver à soie faire des remarques si désobligeantes. C'est exactement ce que je ressens quand je vous vois discuter, dites donc. On est vraiment de connivence, elle et moi. Fascinant. Elle se redressa de toute sa hauteur et déclara gravement. Je pense que ce serait d'abord à vous de me dire qui vous êtes. Pourquoi demanda le ver. Allez,
avez-vous à nouveau une question embarrassante. Et comme Alice n'avait aucune bonne raison à l'esprit et comme le verre à soie semblait être de fort mauvaise composition, elle lui tourna le dos pour s'éloigner de lui. « Revenez !» appela le verre. « J'ai quelque chose d'important à vous dire. »« Gardez votre sang-froid, » dit le verre à soie. « C'est tout ?» demanda Alice en réfrénant de son mieux sa colère. « Non, » dit le verre à soie. Alice pensa qu'elle pouvait bien patienter puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire, et peut-être le verre à soie finirait par lui dire quelque chose qui vaudrait la peine. Pendant quelques minutes, il exhala des bouffées de fumée sans rien dire. Puis finalement, il décroisa les bras, retira une nouvelle fois la pipe de sa bouche et dit « Vous pensez donc être changé, c'est cela ?»« Oui, monsieur, » dit Alice. « Je ne peux me souvenir des choses que je savais. J'ai essayé de dire « Voyez comme la petite abeille », mais c'est devenu un poème tout différent. »« Récitez-moi, vous êtes vieux père la morale, » ordonna le verre à soie. Alice joignit donc les mains et articula. Alors, pour ceux qui connaissent les vraies illustrations, là c'est vraiment différent. Vous êtes vieux père la morale, dit le jeune à l'aîné, et vos cheveux de plus en plus clairsemés. Sur la tête pourtant vous restez planté. Est-ce à votre âge quelque chose de sensé? Dans ma jeunesse, dit le père Moral à son fils, je craignais que cela puisse nuire à mon cerveau. Maintenant que je suis certain qu'un tel organe me fait défaut, je me livre sans frein à cet exercice. Vous êtes vieux, dit le jeune, je vous l'ai déjà dit, et vous êtes même plus gros qu'il suffit, mais d'un saut périlleux arrière dans la pièce vous entrez. Pouvez-vous, je vous prie, m'expliquer ce fait? Dans ma jeunesse, dit le sage sous ses cheveux blancs, j'ai entretenu un grand soin tenue et souplesse. Grâce à cette lotion, la boîte est à 5 francs. Achetez-moi donc de quoi faire le test. Vous êtes vieux, dit le garçon, vos dents trop affaiblies pour mâcher autre chose que de la bouillie. Mais vous avez mangé toute l'oie, bec et os compris. Comment avez-vous fait, dites-le nous, je vous prie. Dans ma jeunesse, dit le vieillard, j'ai fait moult procès. À toute occasion sur ma femme, j'ai crié. C'est ainsi que ma mâchoire a acquis une force et une vigueur qui ont duré depuis. Vous êtes vieux, dit le jeune. Chacun va pensant que votre vue à présent n'est plus celle d'antan. Sur votre nez une anguille vous tenez pourtant. Comment diable êtes-vous né si savant? J'ai répondu 3 fois, dit son père, et ça suffit. Je ne vas pas ici prendre tes grands airs. Toute la journée devrais-je écouter tes idioties. Oust, oust, ou je te mets mon pied dans le derrière. Qu'est-ce que je voulais dire? Toutes les contrepétries et les petites comptines qui sont inventées par Lewis Carroll, c'est en fait des pastiches de contes, de chansons, etc. qui existaient à l'époque de Lewis Carroll. Et donc on va dire qu'avec notre recul, c'est peut-être pas aussi amusant, mais on va dire que c'est comme si une comptine de votre enfance était un petit peu détournée et un petit twist. Et il y a pas mal de jeux comme ça. On voit aussi pas mal de jeux sur le langage par rapport à ce que dit Alice. Ces jeux, ces erreurs de temps, ces erreurs de conscience, etc. Et c'est tout le temps des jeux comme ça autour du texte et de l'écriture et vraiment de l'art du langage. On voit même qu'au tout début, elle essaie de se réciter des choses, etc. C'est-à-dire apprendre une attitude d'adulte, mais petit à petit, finalement, elle se conscientise sur est-ce que je suis adulte, qu'est-ce que c'est que grandir, etc. Donc il y a toute cette réflexion aussi derrière le personnage d'Alice et ses changements de taille. Alors, je l'ai dit précédemment, mais je ne sais pas comment s'appelle cette édition. C'est la FRMK, donc j'essaierai de trouver un lien si j'en trouve un. Mais c'est le manuscrit original de Lewis Carroll qui a été réédité et réécrit donc à la main en français parce que bon, Lewis Carroll n'écrit pas en français. En tout cas, c'est une adaptation de ce qui semble être la plus proche version numéro 1 offerte à Alice Liddell. Ce n'est pas correct, dit le ver à soie. Pas tout à fait correct, j'en ai peur, dit Alice, assez peu fière. Certains mots ont été échangés.
C'est faux du début à la fin, constata catégoriquement le ver à soie. Il y eut après quelques minutes de silence et il reprit la parole. Quelle taille voulez-vous avoir demanda-t-il. Oh, pour ce qui est de la taille, je ne suis pas si difficile, se hâta de répondre Alice. J'en aimerais juste une qui ne change pas si souvent, voyez-vous. Êtes-vous satisfaite de votre taille actuelle demanda le ver à soie. Eh bien, monsieur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, répondit Alice, j'aimerais bien être un tout petit peu plus grande. Avoir 7 centimètres de haut, c'est tellement désespérant. C'est une taille très convenable, au contraire, gronda le ver à soie, et prenant un air outragé, il se redressa de toute sa hauteur, et il mesurait très précisément 7 centimètres. Mais je n'y suis pas habituée, plaida pitoyablement la pauvre Alice. Puis elle pensa, si seulement ces créatures ne se montraient pas si susceptibles. Vous vous y habituerez à la longue, affirma le ver à soie, en portant pour se remettre à fumer la pipe à eau à sa bouche. Cette fois, Alice attendit patiemment que son interlocuteur parle à nouveau. Au bout de quelques minutes, le ver à soie retira de sa bouche le hookah, descendit du champignon et s'enfonça dans l'herbe à la manière d'un reptile déclarant négligemment en guise d'adieu. La cime vous fera grandir, la base vous fera rapetisser. La cime de quoi? Et la base de quoi? Pensa Alice songeuse. Du champignon, dit la ver à soie, comme si Alice eût posé sa question à haute voix, et l'instant d'après, il avait disparu. Alice, une minute durant, resta à regarder le champignon, puis elle le cueillit, et soigneusement le brisa en deux, prenant d'une main le pied et de l'autre le chapeau. Quel est donc l'effet produit par le pied? Se demanda-t-elle en grignotant un petit morceau. Et aussitôt, elle ressentit sous le menton un choc violent. Il venait de heurter son pied. Elle fut passablement effrayée par ce changement soudain. Mais comme elle n'avait pas continué à manger et n'avait pas laissé tomber le chapeau du champignon, elle ne perdit pas espoir. Son menton était si étroitement pressé contre son pied qu'elle n'avait guère de place pour ouvrir la bouche. Mais elle finit par y réussir et parvint à avaler un petit bout du chapeau du champignon. « Ça y est, ma tête est enfin dégagée, fit Alice réjouie, et pourtant bientôt prise d'effroi quand elle s'aperçut qu'elle ne voyait ses épaules nulle part. Tout ce qu'elle pouvait voir, en abaissant son regard en direction du sol, c'était un cou d'une longueur démesurée qui, comme la tige d'une fleur, semblait sortir d'un océan de feuillage vert qui s'étendait bien loin au-dessus d'elle. Que peut bien être, se demanda Alice, toute cette verdure? Et où donc sont passées mes épaules? Et mes pauvres mains? Comment se fait-il que je ne puisse plus les voir? Elle agitait les mains tout en parlant, sans autre résultat que de provoquer un infime bruissement au loin dans les feuilles. Puis elle essaya d'abaisser sa tête jusqu'à ses mains, et elle fut ravie de constater que son cou pouvait aisément se tordre dans n'importe quel sens comme un serpent. Elle venait tout juste de l'infléchir vers le sol en lui faisant faire un gracieux zigzag, et elle était sur le point de plonger sa tête parmi les feuilles, dont elle découvrit qu'elles n'étaient autres que les cimes des arbres sous lesquels elle s'était égarée, lorsqu'un sifflement aigu la fit reculer précipitamment. Un gros pigeon s'était jeté sur son visage et la frappait violemment de ses ailes. « Serpent !» criait le pigeon. « Je ne suis pas un serpent !» répondit avec indignation Alice. « Laissez-moi tranquille !» J'ai tout essayé, dit le pigeon d'un air désespéré dans une sorte de sanglot, mais rien n'y fait. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez, dit Alice. J'ai essayé dans les racines des arbres, j'ai essayé dans les haies, poursuivit le pigeon sans l'écouter. Mais ces serpents, rien ne convient. Alice était de plus en plus intriguée, mais elle pensa qu'il était inutile d'ajouter quoi que ce soit avant que le pigeon n'ait fini de parler. Comme si ce n'était pas assez de souci que de couver les œufs, dit le pigeon. Il faut encore que les serpents me tiennent aux aguets nuit et jour. Je n'ai pas fermé l'œil une seule seconde depuis 3 semaines. Je suis navrée d'apprendre que vous avez eu des ennuis, dit Alice, qui commençait à comprendre là où il voulait en venir. Et voilà, poursuivit le pigeon en élevant la voix jusqu'au cri. Voilà qu'au moment où j'ai choisi l'arbre le plus haut de la forêt et où je pensais enfin être débarrassé d'eux, voilà qu'ils se mettent à descendre du ciel. Allez, oust, serpent! Mais je ne suis pas un serpent, vous dis-je,
protesta Alice. Je suis une... Je suis une... Eh bien, qu'est-ce que vous êtes dit le pigeon. Je vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose. Je suis une petite fille, dit Alice sans grande conviction, et se rappelant toutes les transformations qu'elle avait subies. Comme c'est vraisemblable, s'exclama le pigeon. J'ai vu nombre de petites filles dans ma vie, mais pas une qui eut un pareil coup. Non, vous êtes un serpent, et je m'y connais. Je suppose que vous allez à présent me dire que vous n'avez jamais goûté à un œuf. J'ai déjà mangé un œuf, bien sûr, dit Alice, qui était une petite fille très franche. Mais vraiment, je n'en veux pas aux vôtres. Je ne les aime pas crus. Eh bien, allez-vous-en alors, dit le pigeon en allant se réinstaller dans son nid. Alice s'accroupit au milieu des arbres, non sans peine, car son cou se prenait continuellement dans les branches, et à chaque instant, elle devait s'arrêter pour les dégager. Bientôt, elle se souvint qu'elle tenait toujours en main le morceau de champignon, et elle se mit très soigneusement à grignoter l'un puis l'autre, grandissant parfois, et d'autres fois rapetissant, jusqu'à ce qu'elle eût réussi à revenir à sa taille normale. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait été d'une taille convenable qu'elle en ressentit tout d'abord une impression étrange. Mais elle s'y habitua, et en quelques minutes se mit à parler comme d'habitude. Eh bien, la moitié de mon plan est à présent réalisée. Comme toutes ces transformations sont troublantes, je ne suis jamais certaine de ce que je vais devenir d'une minute à l'autre. Néanmoins, j'ai retrouvé une taille normale. Le prochain objectif, c'est d'entrer dans ce merveilleux jardin. Et comment y parvenir? Je me le demande. Comme elle disait cela, elle remarqua que l'un des arbres présentait dans son tronc une porte qui menait tout droit. « C'est très curieux, pensa-t-elle, mais tout est curieux aujourd'hui. Je pourrais aussi bien y entrer. » Et c'est ce qu'elle fit. Une fois de plus, elle se trouva dans la longue salle et près de la petite table de verre. « Je m'y prendrai mieux cette fois-ci, » se dit-elle. Et elle commença par prendre la petite clé d'or et par déverrouiller la porte qui menait dans le jardin. Puis, elle se mit en devoir de manger le morceau du champignon jusqu'à en mesurer à peu près 40 cm de haut. Elle put alors se glisser dans le passage et enfin, elle se trouva dans le splendide jardin, parmi les brillants parterres de fleurs et les fraîches fontaines. Chapitre 16. Près de l'entrée du jardin se dressait un grand rosier. Les roses qui le couvraient étaient blanches, mais 3 jardiniers s'affairaient à la peindre en rouge. Alice trouva que c'était là une bien curieuse tâche et s'approcha pour les regarder faire. Au moment où elle arrivait à leur hauteur, elle entendit l'un d'eux qui s'exclamait « Fais donc attention, 5, ne m'éclabousse pas de peinture comme ça !»« Ce n'est pas ma faute, » répliqua 5 d'un ton maussade, « c'est 7 qui m'a poussé le coude. » En entendant cela, 7 leva les yeux et dit « Félicitations, 5, toujours à mettre la faute sur les autres. »« Vous ferez mieux de vous taire, » dit 5. « Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire qu'elle vous tranchera la tête. »« Pourquoi cela ?» demanda celui qui avait parlé le premier. « Ça, 2, ce ne sont pas tes oignons, » répondit 7. « Pardon, ce sont justement les siens, » reprit 5. « Et je vais lui dire. C'est pour avoir apporté à la cuisinière des oignons de tulipe au lieu de petites pommes de terre. » 7 jeta par terre son pinceau et s'exclama « Eh bien, de toutes les injustices !» quand son regard se posa par hasard sur Alice. Il s'interrompit tout net, et les autres se retournèrent et tous 3 ôtèrent leurs chapeaux pour s'incliner très bas devant la petite fille. « Voudriez-vous bien, s'il vous plaît, demanda timidement Alice, me dire pourquoi vous peignez ces roses ?» 5 et 7 restèrent quoi, se contentant de regarder d'eux, et ce dernier à voix basse avoua. « Eh bien, mademoiselle, le fait est que ce rosier aura dû donner des roses rouges, et que nous avons planté par erreur un rosier blanc. Si la reine venait à s'en apercevoir, nous serions tous assurés d'avoir la tête tranchée. C'est pourquoi, mademoiselle, nous faisons de notre mieux avant qu'elle n'arrive pour... » Mais à cet instant, 5, qui surveillait d'un air inquiet le jardin, s'écria « La reine! La reine !» Les 3 jardiniers se jetèrent immédiatement à plat ventre, face contre terre. On entendit les bruits de pas d'un grand nombre de personnes, et Alice, qui brûlait d'envie de voir la reine, se retourna. D'abord venaient 10 soldats qui portaient des massues en forme de trèfle.
Ces soldats étaient tous comme les 3 jardiniers, plats et rectangulaires. Leurs mains et leurs pieds se trouvaient aux 4 angles. Venaient ensuite 10 courtisans, aux habits ornés de diamants, taillés en carreaux, marchant 2 par 2 comme les soldats. Après eux venaient les enfants royaux. Ils étaient au nombre de 10, et ces chers petits s'avançaient par couples main dans la main, sautillant gaiement. Ils étaient ornés de cœurs de la tête aux pieds. À leur suite venaient les invités rois et reines, pour la plupart parmi lesquels Alice reconnut le lapin blanc. Ils semblaient nerveux, souriaient à tout ce qui se disait, et il passa près d'Alice sans faire attention à elle. Alors vint le valet de cœur, portant sur un coussin la couronne royale, et à la fin de cet imposant cortège se présentèrent le roi et la reine de cœur. Quand le cortège arriva à la hauteur d'Alice, ils s'arrêtèrent tous pour la regarder, et la reine Alice demanda d'un ton sévère: « Qui est-ce donc ?» Même ici, les illustrations sont vraiment différentes de celles du livre original, si je puis dire. Là, pour l'occurrence, je préfère les illustrations publiées dans l'ouvrage commun. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un petit problème aussi de proportion, etc. Mais bon, c'est quand même sympa. Elle s'adressait au valet de cœur qui, pour toute réponse, s'inclina en souriant. « Imbécile !» s'exclama la reine en relevant la tête d'un air impatient. Puis, se tournant vers Alice, elle poursuivit. « Comment vous appelez-vous ?»« Je me nomme Alice, s'il plaît à votre majesté, » répondit bravement la fillette en se disant en elle-même. « Ce n'est après tout qu'un jeu de cartes. Je n'ai nulle raison d'avoir peur d'eux. » « Et qui sont ceux-ci » demanda la reine en montrant du doigt les 3 jardiniers prosternés autour du rosier, car comme ils étaient couchés face contre terre, le motif qui ornait leur dos était identique à celui des autres cartes. La reine ne pouvait donc savoir s'il s'agissait de jardiniers, de soldats, de courtisans ou encore de 3 de ses propres enfants. « Comment le saurais-je » répondit Alice, surprise de sa propre audace. « Ce n'est pas mon affaire à moi. » De rage, la reine devint cramoisie. Après avoir lancé à la fillette un regard furibond, elle se mit à hurler. « Qu'on lui tranche, insensé !» dit Alice d'une voix forte et décidée. Et la reine en resta bouche bée. Le roi mit la main sur le bras de son épouse, en lui faisant timidement remarquer « Voyons, très chère, ce n'est qu'une enfant. » La reine se détourna de lui avec colère et ordonna au valet « Retournez-les !» Le valet, très délicatement du bout du pied, retourna les cartes. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le début du récit et maintenant, mais plus on s'avance dans le récit, en fait, plus finalement Alice joue des codes de l'univers du Pays des Merveilles, alors qu'au début elle les subissait. Et on voit aussi qu'elle, comment dirais-je, qu'elle arrive à s'émanciper finalement du carcan de petite fille et du carcan qu'elle essayait de s'attribuer au départ avec ses règles de bonne conduite, etc. Donc ce qui fait que là, elle a même un peu d'imprudence et d'insolence envers la reine. Le valet, très délicatement du bout du pied, retourna les cartes. « Debout !» cria la reine d'une voix stridente et exaspérée. Les 3 jardiniers se dressèrent tout aussitôt d'un bond et se mirent à faire des courbettes devant le roi, la reine, les enfants royaux et tous les autres. « Arrêtez !» glapit la reine, « vous me donnez le tournis. » Puis, se tournant vers le rosier, elle poursuivit. « Qu'étiez-vous donc en train de faire ?»« Plaise à votre majesté, » répondit très humblement d'eux en mettant un genou à terre. « Nous essayions... »« Je vois, » dit la reine qui entre-temps avait examiné les roses. « Qu'on leur tranche la tête !» Le cortège se remit en marche, 3 des soldats s'en détachèrent pour exécuter les infortunés jardiniers qui se ruèrent vers Alice pour implorer sa protection. « On ne vous tranchera pas la tête, » dit Alice, et elle les mit dans sa poche. Les 3 soldats les cherchèrent d'abord tout autour d'elle, puis reprirent tranquillement leur place dans le cortège. « Leur a-t-on bien tranché la tête ?» s'enquit à tue-tête la reine. « Leurs têtes nous ont quittés, » répondirent à tue-tête les soldats. « Plaise à votre majesté. » Les soldats. « Parfait !» cria la reine. « Jouerez-vous au croquet ?» Les soldats regardèrent silencieusement Alice, à qui la question manifestement s'adressait. « Oui !» cria Alice de toutes ses forces. « Venez donc alors !» rugit la reine.
et Alice se joignit au cortège en se demandant bien ce qui allait se passer ensuite. Il fait très beau temps aujourd'hui, dit tout près d'elle une petite voix craintive. Elle marchait aux côtés du lapin blanc qui, du coin de l'œil, l'observait anxieusement. Très beau, répondit Alice. Où est donc la marquise? Chut, dit le lapin à voix basse. Elle va vous entendre. La reine, c'est la marquise. Ne saviez-vous pas cela? Non, je ne le savais pas, dit Alice. Qu'est-ce à dire? La reine de cœur, chuchota le lapin en approchant sa bouche de l'oreille d'Alice. Et marquise des tortues à la noix. Mais qu'est-ce que c'est? Demanda Alice. Mais on n'eut pas le temps de lui répondre. On était arrivé au terrain de croquet et le jeu commença instantanément. Alice n'avait jamais vu plus étrange terrain de croquet. Il était tout en creux et en bosse. Les boules étaient des hérissons. Les boules, elles sont là. Lui, c'est abusé sa tête. Les personnages sont vraiment beaucoup plus saugrenus quand c'est Lewis qui les dessine. J'espère que vous voyez bien, parce qu'à cette distance, j'arrive pas à savoir si c'est flou. Les boules étaient des hérissons et les maillets des autruches vivantes, et les soldats devaient se courber pieds et mains appuyés au sol pour former les arceaux. La principale difficulté pour Alice fut dès le début le maniement de son autruche. Elle réussissait aisément à la tenir à bras le corps, les pattes pendantes, mais en général, au moment précis où, ayant obtenu de l'oiseau un raidissement satisfaisant du cou, elle s'apprêtait à lui faire frapper à la tête le hérisson enroulé en boule. Comme un fait exprès, l'autruche se tordait pour la regarder dans les yeux d'un air si éberlué qu'Alice ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire. Et quand elle lui avait fait baisser à nouveau la tête, elle s'apercevait avec exaspération, au moment de recommencer, que le hérisson s'était déroulé et s'éloignait paresseusement. En outre, il se trouvait presque toujours un creux ou une bosse sur la trajectoire qu'elle voulait donner. Et de plus, les soldats pliés en deux ne cessaient de se redresser pour aller se placer ailleurs sur le terrain. Alice en arriva donc très vite à la conclusion que c'était vraiment un jeu très difficile. Les joueurs jouaient tous en même temps, sans attendre leur tour, et sans cesser de se quereller à tue-tête, et si bien que très rapidement, la reine entra dans une furieuse colère et se mit à arpenter le terrain en trépignant et en criant à peu près une fois par minute « Qu'on lui tranche la tête, à elle! Qu'on lui tranche la tête, à lui !» Tous les condamnés étaient aussitôt mis aux arrêts par les soldats qui, bien entendu, pour ce faire, devaient cesser d'être des arceaux, de sorte qu'au bout d'une demi-heure environ, il ne restait plus guère d'arceaux et tous les joueurs, à l'exception du roi, de la reine et d'Alice, étaient tous sous bonne garde en instance d'exécution. Alors, la reine, hors d'haleine, abandonna la partie et demanda à Alice « Avez-vous déjà vu la tortue à la noix ?»« Non, répondit Alice, je ne sais même pas ce que c'est qu'une tortue à la noix. »« Venez alors, dit la reine, elle va vous raconter son histoire. » Donc, par exemple, cette partie-là, elle n'est pas du tout dans le Disney. Parce qu'en réalité, dans le Disney, ils mélangent Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Et donc, il y a une partie qui est switchée. Tandis qu'elles s'éloignaient ensemble, alors Alice entendit le roi annoncer à voix basse à l'ensemble des participants « Vous êtes tous graciés !» Voilà au moins une bonne parole, se dit Alice, que les nombreuses exécutions ordonnées par la reine avaient fort affectée. Bientôt, elles rencontrèrent un griffon qui, allongé au soleil, était plongé dans un profond sommeil. Si vous ne voyez pas ce que c'est qu'un griffon, regardez l'image. « Debout, paresseux !» ordonna la reine. « Emmenez cette jeune personne voir la tortue à la noix pour écouter son histoire. » Pour ma part, je dois rebrousser chemin pour aller assister à quelques exécutions que j'ai ordonnées. Et là-dessus, elle s'éloigna, laissant Alice seule avec le griffon. Alice n'aimait pas beaucoup l'aspect de cette créature, mais à tout prendre, elle estima qu'il était préférable de demeurer en sa compagnie plutôt que de suivre cette reine féroce. Elle attendit donc.
Le griffon s'assit et se frotta les yeux, puis il regarda la reine jusqu'à ce qu'elle fût hors de vue. Alors il se mit à rire sous cape. Comme c'est drôle, dit-il de manière de n'être entendu que d'Alice et de lui-même. Mais qu'est-ce qui est drôle demanda Alice. Mais elle, bien sûr, répondit le griffon. Tout se passe dans son imagination. On n'exécute jamais personne ici. Allons. Tout le monde dit « allons » ici, pensa Alice, tout en suivant le griffon sans se presser. De ma vie, je n'ai jamais autant marché à la baguette, jamais. Ils n'avaient guère avancé lorsque, non loin, ils aperçurent la tortue à la noix, assise, l'air triste et esselée sur un petit rocher émergé. En fait, c'est un jeu de mots, la tortue à la noix. Mais il est difficile à traduire en français. Parce qu'en fait, ça fait référence à la soupe à la tortue, qui est une soupe qui ne possède pas de tortue, qui est en canne d'ailleurs, qui se vend en canne. Mais pour faire le jeu de mots, eh bien, il a fait croire que cette tortue à la noix, qui est finalement en réalité une soupe à la tortue, était un animal réel. Tandis qu'il s'approchait d'elle, Alice l'entendait pousser des soupirs à fendre l'âme. Elle ressentit pour elle une profonde pitié. « Quelle est la cause de son chagrin » demanda-t-elle au griffon. Et le griffon de répondre à peu près ce qu'il avait répondu précédemment pour la reine. « Tout se passe dans son imagination. Il n'y a pas de chagrin ici. Allons. » Ils s'approchèrent donc de la tortue à la noix, qui, sans rien dire, les regarda venir de ses grands yeux remplis de larmes. « Cette jeune personne que voici, dit le griffon, votre histoire aimerait entendre. »« Je vais la lui conter, » répondit d'une voix caverneuse la tortue à la noix. « Asseyez-vous et ne dites pas un mot avant que je n'en ai fini. » Ils s'assirent donc et durant quelques minutes, personne ne parla. Alice se dit « Je ne vois pas comment elle pourra jamais en finir si elle ne commence pas. » Néanmoins, elle attendit patiemment. « Jadis, dit enfin dans un profond soupir la tortue à la noix, jadis, j'étais une vraie tortue. » Ces mots furent suivis d'un très long silence, rompu seulement de temps à autre par un crch du griffon et par les incessants profonds sanglots de la tortue à la noix. Alice était sur le point de se lever et de dire « Merci madame pour votre intéressante histoire », mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il devait y avoir une suite. Elle resta donc assise, immobile, sans souffler mot. « Quand nous étions petits, reprit enfin la tortue à la noix d'une voix plus sereine, bien qu'un bref sanglot la secouât encore de temps à autre, nous allions en classe dans la mer. L'instituteur était une vieille tortue de mer que nous apprécions et que nous appelions la tortue de terre. Pourquoi l'appeliez-vous la tortue de terre puisque c'était une tortue de mer sans qui Alice, Nous l'appelions la tortue de terre parce qu'il était pour nous comme un père, répondit la tortue à la noix avec colère. Vraiment, vous êtes bien obtuse. Vous devriez avoir honte de poser une question aussi naïve, ajouta le griffon après que tous deux restèrent silencieux à regarder la pauvre Alice qui eût voulu rentrer sous terre. Enfin, le griffon dit à la tortue à la noix « Reprenez ma chère, on ne va pas y passer toute la journée. » Et la tortue à la noix poursuivit en ces termes. Vous n'avez sans doute pas beaucoup vécu sous la mer. Effectivement, dit Alice. Et peut-être n'avez-vous jamais été présentée à un homard. Alice commença par dire « J'ai goûté une fois », mais elle se ravisa et déclara à la place « Non, jamais ». De sorte que vous ne pouvez pas imaginer combien le quadrille des homards est une chose ravissante. Je dois avouer que non, répondit Alice. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, expliqua le griffon en commençant par former une rangée le long du bord de mer. Deux rangées, cria la tortue à la noix d'abord les phoques, ensuite les tortues, le saumon, ainsi de suite, et l'on fait deux pas en avant. Chacun a un homard pour cavalier, s'écria le griffon. Bien sûr, dit la tortue à la noix, on fait deux pas en avant et à la rencontre des cavaliers. On change de homard, on fait deux pas en arrière, interrompit le griffon. Puis, voyez-vous, reprit la tortue à la noix, on jette les homards, cria le griffon en bondissant dans les airs, le plus loin possible dans la mer.
On les rejoint à la nage, hurla le Griffon. On fait un sauperier dans l'eau, cria la tortue à la noix en exécutant de folles cabrioles. On change de nouveau de homard, reprit d'une voix suraiguë le Griffon. Et ensuite, c'est tout, dit la tortue à la noix, baissant brusquement la voix. Et les deux créatures qui, pendant toute la durée de leur démonstration, n'avaient cessé de bondir frénétiquement, se rassirent, très tristes et très calmes, en regardant Alice. « Cela doit être une très jolie danse, dit la fillette timidement. « Voulez-vous que l'on vous montre un peu ?» demanda la tortue à la noix. « Avec grand plaisir, » répondit Alice. « Essayons d'en exécuter la première figure. » proposa au Griffon, la tortue à la noix. « Ou peut-être, bien, voyez-vous, l'exécuter sans homard. On peut très bien, voyez-vous, l'exécuter sans homard. Qui de nous deux va chanter ?»« Oh, vous chantez, dit le Griffon. Moi, j'ai oublié les paroles. » Ils se mirent à danser en rond d'un air solennel autour d'Alice, en lui marchant de temps à autre sur les orteils lorsqu'ils passaient trop près d'elle, et en marquant les pas avec leurs pattes de devant, tandis que la tortue à la noix chantait d'une voix traînante et mélancolique ces paroles. Sous les profondeurs de la mer, tout là-bas, vivent des homards gros comme des thons. Ils aiment à danser avec toi et moi, mon cher et tendre, mon bon saumon. Le Griffon se joignit à elle pour chanter le refrain que voici. Monte et descends, saumon dans la mer. Va, tortille, fais glisser ton derrière. De tout ce que l'on pêche en mer comme poisson, il n'en est pas un de meilleur que le saumon. Merci, dit Alice, toute heureuse que la figure fût terminée. En fait, c'est parce que c'est vraiment différent de la lecture originelle d'Alice. Mais en vérité, dans la version d'Alice qui est publiée, il y a vraiment le chat de Cheshire, je sais plus comment il s'appelle, de Chester, c'est ça en fait, t'as raison. Je suis en train de me demander d'ailleurs si c'était bien judicieux de commencer par cette version, parce que finalement vous allez avoir l'histoire en entier, mais entrecoupée de scènes qui n'ont pas été ajoutées, qui vont être ajoutées après. Donc je me demande si ça vous intéresserait que la semaine prochaine je reprenne la lecture depuis le début, mais avec la version originale et une autre illustration, ou bien on s'arrête à cette version manuscrite et que vous vous contentiez de celle-là. Donc j'aimerais bien savoir votre avis pour ça. Merci, c'est super, ça me fait plaisir de voir que vous aimez. Je me suis trop investie dans l'installation, donc c'est cool. Merci, dit Alice, toute heureuse que la figure fût terminée. Souhaitez-vous que nous essayions la seconde figure demanda le Griffon, ou préfériez-vous une chanson? Oh, une chanson, s'il vous plaît, répondit Alice avec empressement, tel que le Griffon grommela quelque peu vexé. Chacun ses goûts. Chantez-lui soupe de tortue à la noix de veau. Voulez-vous, ma chère? Voilà, c'est ça. En fait, à l'origine, la soupe à la tortue, c'était une soupe faite avec du veau. Il faudrait que je retrouve la... Ah, j'ai plus de batterie, dommage. Il faudrait que je trouve la définition exacte de ce jeu de mots, mais là, comme ça ne me revient pas. La tortue à la noix poussa un profond soupir et d'une voix que les sanglots étouffaient parfois, se remit à chanter. Belle soupe verte et onctueuse, qui nous attend fumante et fameuse, de cette superbe soupe qui veut, soupe du soir, belle soupe. Elles en veulent, ils en veulent, tous ceux qui savent bien ce qu'elle vaut, soupe du soir, belle soupe, elles en veulent, ils en veulent. Reprenons le refrain, s'écria le Griffon, et la tortue à la noix commençait tout juste à l'entonner de nouveau lorsqu'on entendit au loin une voix qui déclarait « L'audience est ouverte !» Allons, ordonna le Griffon, et prenant par la main Alice, il partit en toute hâte sans attendre la fin de la chanson. De quelle audience s'agit-il, s'enquit haletante, sans cesser de courir, Alice? Mais le Griffon se contenta de répéter « Allons !» en courant de plus belle, tandis que, portés par la brise qui les suivait, leur parvenaient de plus en plus faiblement les mots mélancoliques « Soupe du soir, belle, belle soupe !» À leur arrivée, le roi et la reine étaient assis sur leur trône, entourés d'une foule nombreuse. Le valet était sous bonne garde, et devant le roi se tenait le lapin blanc, tenant d'une main une trompette et de l'autre un rouleau de parchemin. « Héros, lisez l'acte d'accusation, s'écria le roi. Sur ce, le lapin blanc souffla très fort, 3 fois de suite dans sa trompette, puis il déroula le parchemin et lut comme il suit.
contente que ça te plaise. Notre reine de cœur avait battu son beurre tout le long d'une belle journée d'été, mais sur l'heure la volée et le valet de cœur, et sur des tartines à tout manger. À présent, l'épreuve, dit le roi, et ensuite le verdict. Non, dicta la reine, d'abord le verdict, et l'épreuve ensuite. Insensé, s'écria Alice, si fort que chacun sursauta. Quelle idée de donner d'abord le verdict. Tenez votre langue, ordonna la reine. Jamais, dit Alice, vous n'êtes rien qu'un jeu de cartes. Qui diable se soucie de vous? À ces mots, le jeu tout entier s'envola dans les airs, puis Alice retomba en désordre. Elle poussa un petit cri de frayeur et tenta de repousser l'assaut. Elle se retrouva couchée sur la berge, la tête sur les genoux de sa sœur qui lui enlevait délicatement quelques feuilles mortes d'arbres voisins tombées sur son visage. Réveille-toi, Alice chérie, dit sa sœur, tu as fait une bonne petite sieste. Oh, j'ai fait un songe bien curieux, répondit Alice, et elle raconta à sa sœur, telles que vous venez de les lire, toutes ses aventures au cœur de la terre. Quand elle eut achevé son récit, sa sœur l'embrassa et lui dit « Ma chérie, voilà en effet un rêve bien curieux, mais à présent il se fait tard. Cours vite prendre ton thé. » Aussi Alice courut, songeant en courant dans la mesure du possible au rêve merveilleux qu'elle avait fait. Mais sa sœur resta assise un peu plus longtemps, et observant le soleil couchant, elle pensa à la petite Alice et à ses aventures. Et elle aussi à sa manière se mit à rêver, si bien que son rêve le voici. Elle vit une antique cité, une tranquille rivière serpentant près d'elle le long d'une plaine, et puis, descendant lentement le cours d'une barque avec à son bord une joyeuse bande d'enfants, elle pouvait entendre leurs voix et leurs éclats de rire comme de la musique glissée sur l'eau. Et parmi eux, il y avait une autre petite Alice, assise et prêtant une oreille attentive à l'histoire qu'on lui racontait. Elle écouta chaque mot du conte, et voilà que c'était le rêve de sa petite sœur. Aussi la barque serpentait-elle doucement sous le brillant jour d'été, avec son joyeux équipage et sa musique de voix et d'éclats de rire, jusqu'à ce que derrière l'un des nombreux méandres, elle disparaisse et qu'on ne la vit plus. Alors elle pensa, dans ce qui était un rêve à l'intérieur de son rêve, que cette même petite Alice, dans l'avenir, deviendrait une femme adulte, et qu'elle garderait au fil de ses années de maturité son cœur d'enfant, simple et aimant, et elle la vit entourée d'autres petits-enfants, faire briller leurs yeux par tant de merveilleuses histoires, peut-être même précisément ces aventures de la petite Alice d'autrefois, partageant leurs chagrins et leurs joies simples, se souvenant de sa propre enfance et des claires et heureuses journées d'été. Fin. Donc c'est sur ça que se termine le manuscrit original d'Alice. Le dernier chapitre fait en fait référence à l'épisode qui a marqué le début de l'inspiration de Lewis Carroll quant à l'histoire Alice au Pays des Merveilles, puisqu'en fait un jour il est parti se balader en barque pour aller pique-niquer avec Alice et ses amis enfants, et il a commencé le récit de cette histoire. Et Alice l'a tellement aimé qu'il a décidé de le prolonger, de l'écrire et de lui offrir pour son anniversaire. Enfin non, c'est pour Noël qu'il lui a offert. Alice était en fait accompagnée de ses autres sœurs, parce qu'il me semble qu'elle a deux autres sœurs, mais Lewis Carroll avait une préférence pour Alice Liddell, qui était la plus jeune d'entre les trois. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une version beaucoup plus raccourcie que la version originale, ou en tout cas que la version que vous avez eu l'habitude de lire d'Alice au Pays des Merveilles, puisqu'il s'agit finalement du manuscrit qui était à l'origine vraiment un cadeau. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez envie que la semaine prochaine je vous lise la version qui a été adaptée pour le grand public, donc qui a été rallongée avec plus de contrepétrie, plus de jeux, plus de longueur, ou bien qu'on passe sur un tout autre sujet, sachant que vous m'avez fait une sélection d'à peu près 15 ouvrages dans les lectures que vous aviez envie d'entendre. J'ai encore 4 éditions différentes à vous montrer, si jamais ça vous intéresse d'avoir d'autres illustrations que celle-ci. Donc c'est à vous de voir, dites-moi ce que vous préférez, et auquel cas je m'adapterai. Je sais pas trop ce qui est mieux de faire. Ça peut peut-être être redondant pour certains, mais d'une autre manière, en fait, le texte publié pour le grand public est beaucoup plus riche et vraiment différent. Les illustrations apporteront d'autres choses, donc à vous de me dire. J'hésite un peu en fait, parce que moi ça me ferait plaisir, mais j'ai peur que ça vous paraisse un peu lourd. Ou bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lire Alice de l'autre côté du miroir, qui est en fait la seconde partie d'Alice au Pays des Merveilles, qui est moins connue et un peu plus compliquée par contre. Je sais pas.
Je pense que ce qui sera le mieux, c'est que je vais faire un sondage sur Instagram pour vous poser la question. Ce sera plus simple pour avoir des votes et des avis précis. Donc pour ceux qui ont suivi le stream, n'hésitez pas à aller suivre l'actualité de mon Instagram si jamais vous avez envie de participer au sondage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette lecture qui était un peu plus courte que les autres. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé que le manuscrit allait être si succinct. J'espère que ça vous a plu, je vois que le setup vous plaît, donc je reproduirai ça la prochaine fois. En tout cas, si le livre aussi... Enfin, si le livre me le permet, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'illustration, je ne sais pas si vraiment ça vous intéresserait d'avoir ce format-ci de setup. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi prochain, horaire habituel, pour une nouvelle lecture en direct. Bonne soirée. Merci à toi Camille d'avoir participé. Merci Petit Cœur. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Je ne sais pas qui est-ce qui est encore là à cette heure-ci. Et merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. C'est très très cool. Je crois qu'on arrive bientôt aux 1000 personnes qui suivent la chaîne. Je sais pas trop ce que ça va entraîner, mais voilà, c'est cool de voir que la famille s'agrandit, la famille des lecteurs s'agrandit. Bonne soirée à tous et à bientôt. Oula, de cette distance, quitter le stream, c'est un vrai projet. Bonne soirée, Bila Médicis.